Bonjour. Et bienvenue à tous dans cette déclinaison un petit peu particulière, pour une fois forcément, vu les événements de l'Imaginarium. Donc déjà, bienvenue dans l'Imaginarium. Pour une fois, ce sera évidemment pas dans nos locaux à RPL, parce qu'on peut pas y aller, tout simplement. Donc, ça sera en version podcast, et pour une fois, ça sera également sous une forme totalement podcast, donc pas de coupure entre les deux. Il va falloir vous accrocher parce que ça risque de durer un petit moment et ça va être un petit débat enflammé. Parfait. et du coup, on est quasiment tous là. Il y a juste Mathieu qui ne pouvait pas être présent avec nous. Et on a surtout un invité avec nous, monsieur le commis des comics. Bonjour à toi. Ça va? Bonjour à tous. Tu parlais d'événements, tu voulais dire quoi? Je parle d'événements parce qu'en fait, habituellement, le petit événement qui est derrière. Il est premier degré, j'adore. Il va galérer toute la soirée. Je suis con. Putain, je le vois, ce connard de Thibaut qui se fout déjà de ma gueule. Je vois bien ta tronche. Bon, en tout cas, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillons et c'est avec grand plaisir que nous faisons cette émission, histoire de sortir un petit peu de notre quotidien qui ressemble un petit peu à celui de Bill Murray dans Un jour sans fin. Parce que j'ai l'impression de revivre un petit peu toujours la même journée là, depuis la semaine dernière. Faut que tu te masturbes. Pardon? Il a le comme Bill Murray. Mais si jamais ça revient un peu trop, tu vois, ce truc-là, ça risque de devenir quotidien et ça va rentrer également dans les habitudes. Donc, ceci dit, on va, au lieu de faire des chroniques comme on a l'habitude d'en faire également, on va s'entretenir à propos d'un sujet spécifiquement, sujet que notre cher Thibaut va introduire de lui-même. Je t'en prie, monsieur. Ah, directement, parce que moi je pensais qu'on allait faire des petites recommandations. Ah, pardon. Oui, il est vrai. Alors Thibaut voulait d'abord faire un truc. Il voulait qu'on fasse les petites recommandations en ce moment en mode confinement. Donc chacun d'entre vous, dites-nous un petit peu sur quoi vous êtes en ce moment. Et puis pour une fois, vous n'êtes pas obligé de rester uniquement sur les thématiques habituelles. Vous pouvez parler un petit peu de tout ce que vous voulez en musique, en jeux vidéo, en comics, en bande dessinée, en film, en série, ce que vous voulez. En tout cas, je vous en prie. Et puis on va faire l'honneur à monsieur le commis. Je t'en prie. Alors, musique, moi je reste sur The One and Only. Elle est là. Non, attends, Juste, je m'excuse, mais je me suis pas fait préciser ça. Les gens ne verront pas, on est d'accord qu'on est en podcast audio. On est en audio. Oui. Bon, voilà, ok. Donc tout va bien, désolé pour la lourdeur de la question. Non, Alors, en musique, Amy Winehouse, parce qu'on la mérite pas, on l'a jamais mérité et c'est toujours le cas en 2020. En jeu vidéo, je me suis remis un petit peu de GTA Online. Mais c'est vraiment pour s'amuser, pour avoir l'impression d'être dehors. Et en comics, Scott Pilgrim, je le montre pour vous qui me voyez, mais les autres ne le voient pas. Mais Scott Pilgrim, donc c'est de Brian Lee O'Malley, c'est le tome 1. Et je me régale. Donc c'est l'histoire d'un adolescent qui et de ses conquêtes amoureuses, mais c'est raconté de manière assez épique. Et sincèrement, moi qui ne pensais pas être la cible, c'est pour ça que j'avais un petit peu tardé. Je confirme et je valide. C'est pour ça que j'avais un petit peu tardé à m'y mettre. Et en fait, je suis dedans à fond. Donc voilà, c'est très, très marrant. C'est vachement bien. Tu l'avais déjà lu ou tu le découvres là en ce moment? Jamais. J'avais lu peut-être les premières pages. Ouais, j'avais lu un tout petit peu, mais ça m'est pas. J'étais pas forcément allé plus loin parce que j'étais sur d'autres choses, mais là vraiment, je compte aller jusqu'au bout et voilà. Et film, j'ai juste envie de me faire en ce moment, mais je me suis rien fait de particulier à part Parasite que j'ai pu enfin voir et qui est génial. Mais j'ai très envie de me refaire True Detective, la saison 1, 2 et d'enfin voir la 3 que j'ai jamais vue. Voilà. Bah cool. Écoute, je sais pas si c'est les premiers trucs ou les seuls trucs de Scott Pilgrim que t'as lu, mais De Brian O'Malley. Oui, pardon, Brian O'Malley. J'ai lu Snot Girl qui m'a bien plu. Qui m'a bien plu aussi, ouais. J'ai lu le tome 1 de Snot Girl qui est pas mal de Brian Lee O'Malley. Par contre, je n'ai pas vu le film, mais je veux le voir aussi puisque j'aime beaucoup Edgar Wright. Ouais. Et donc, ça sera l'occasion de voir le film, mais je préfère d'abord lire le comics. Ouais, pour le coup, moi, c'est exactement comme toi. En fait, je les ai découverts cette année. J'ai eu le. En plus, toi, t'as du bol parce que du coup, le tome 3 et le dernier, en fait, est enfin sorti dans l'édition que tu as, toi. Et l'édition couleur et noir et blanc. Toi, t'as la version complète. Couleur, mais complète aussi, avec pas mal de choses rajoutées. Et j'attends d'avoir fini le tome 3 pour enfin me mater le film, parce que le film, je ne l'ai pas encore vu. A priori, le film est vraiment très très cool et plutôt fidèle à l'esthétique du comics.
Bah, moi, j'ai vu que D'accord. le film, de toute façon. N'hésitez Ouais. pas à lire aussi Seconds, je crois, de lui. Ouais. Je suis en train de vérifier en même temps. hein. Exactement. C'est C'est ça, Seconds de Brian Lee O'Malley. C'est vachement bien aussi, cool. ouais. Ouais, N'hésitez carrément. pas. Je t'en prie, Cédric, vas-y, dis-nous tout. Lequel Lequel? Ah, bah, À toi Cédric Pereira, Cédric, toi notre Cédric Ah, de l'Imaginarium. Bah écoute, moi là je suis en télétravail donc j'ai pas trop le temps de m'amuser, mais pour le peu que je travaille pas, j'ai commencé à lire L'Institut de Stephen King. C'est un gros pavé donc ça devrait me tenir quelques jours, voire quelques semaines. J'ai terminé hier la série The Hunters qui parle Ouais. d'un groupe de. Très déçu. Très Le déçu final- par le dernier épisode. hein. Ouais, Franchement, pareil, le dernier épisode m'a un peu laissé. Enfin, je vais pas spoiler, mais. Bah, Non, en gros, bah, il la- y a, Non, il y a non, des non, non. rebondissements dans le dernier épisode qui font que Ouais. c'est très décevant. Trop de La- rebondissements. On est d'accord. Ouais. Mais la série en elle-même, elle est juste géniale, quoi. C'est Ouais. un groupe qui est là pour buter d'anciens nazis. Des juifs. Voilà. Sinon, jeux vidéo, ben, j'ai le Trivial Pursuit sur la Switch. Donc, je cultive mes neurones et je m'amuse à répondre à des questions sur l'ordinateur qui gagne tout le temps, puisque lui a déjà les réponses, bien évidemment. On Intelligence ne juge pas, on ne artificielle, juge pas. voilà. Sinon, au niveau comics, voilà, pour le moment, je relis. J'ai lu A Fantastic Four. Ah, les nouveaux. Oui, le mariage de Ben Grimm. D'accord. De Bear Grylls De Ben Grimm. La Qui a, chose, rejoint les 4 Fantastiques très récemment, Bear Grylls. le cinquième d'ailleurs. Il y avait besoin d'un gars qui dort dans des carcasses de chèvres. Ça peut toujours servir. Il est arrivé à tuer la chose à main nue, donc il a pris la place de la chose. Il a mangé son cœur pour regagner ses pouvoirs. C'est Et comme sa ça que ça peau marche, aussi, hein. parce qu'il mange des cailloux. Hein. Bear Grylls mange des cailloux, très Ah, clairement. On va pas Ouais, gâcher si, des c'est si pas bons grave. minéraux, t'es bien d'accord. Tu as bien raison. Allons. Allez, je t'en prie, Anthony, dis-nous tout. Ok. Moi, en ce moment... Ah, ok, salut. À bientôt. Voilà, alors, en bouquin, je suis en train de rattraper un peu mon retard sur One Punch Man, parce que je m'étais arrêté au 6e tome, là, du coup, j'en avais chopé quelques-uns d'avance et je n'avais pas rattrapé le retard, du coup, je suis en train de le rattraper. Pareil sur les One Piece aussi, je suis sur les 3 derniers tomes que je n'ai pas eu, que j'avais survolté vite fait, donc du coup, je me remets à jour là-dessus. Survolté. 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 Et j'ai dit oui, mais oui. Ouais. Vous connaissez C'est pas vraiment des survolter un connards. livre? Tu prends ton livre comme ça et tu fais. Ouais. Voilà. Papa, Je sais n'abîme pas pas où je des vais comics, avec toi, hein, méfie-toi. Oh, non. On perd 2 minutes inutilement. Non, mais du coup, par contre, j'ai aussi le Scott Pilgrim que Henri m'a offert à Noël, justement, et il est sur la liste, là, du coup, exactement la même édition que toi. Donc, voilà. Et sinon, en jeu vidéo, là, je suis sur Okami, que j'avais toujours pas refait. Donc voilà, je le termine, et puis ensuite, le prochain, c'est ce que Henri m'avait prêté, le Plague Tales, mais je sais Ouais. pas si c'est trop d'actualité, du coup, j'hésite à Ah, le lancer. si, ça l'est particulièrement, mais justement, c'est un peu le problème. C'est vrai, non. Mais voilà, en gros, pour moi. Mon petit Florian, Bonjour Henri, comment vas-tu? eh ben, ça va? Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Alors bah écoute, je pensais une chanson, j'hésite entre Gilbert Montagnier ou Bathory. Je sais pas trop encore. Essaye Gilbert Bathory. Là, c'est Philippe Manœuvre. Ah bah écoute, il est en moi, hein, j'y peux rien. Je pense qu'on a une seule et même entité. Il me manœuvre. Oh, Voilà, donc Ouais. c'est un peu... Parce que là, j'ai personne à regarder vraiment dans les yeux pour le mettre mal à l'aise quand je fais ce genre de blague. Donc là, j'ai regardé en bas à gauche et c'est Cédric P. Ah, Et voilà. Le malaise, il était pour toi, je te l'offre. ah bah Tu peux te le super. tartiner sur un pitch, par exemple. Donc là, faut que je raconte un peu ma vie, c'est ça? Voilà. Non. Ah, ouais, Pour tout ce qui est des feuilletons, alors j'ai fait une petite liste là pendant que vous disiez qu'il fallait qu'on redise des trucs. Donc ça va, j'ai trouvé. J'ai regardé très vite et très fort Groom sur YouTube. Plus la saison 2 commence cet après-midi. A commencé cet C'est la après-midi. Je série regarde. du mec. Enfin, c'est Joe Camille Bagel, machin, ça, c'est ça? C'est la série de mon Adrien Méniel sur. Donc oui, enfin c'est beaucoup de. C'était les Truc, tutos. Golden Moustache, les- C'est ça, ouais, c'est ça. J'ai- de Jérôme trucs, Jérôme Niel
et Adrien Méniel et plein d'autres gars très cool. Vincent Je ne Tirel. connais pas. Bah, c'est gratos sur le YouTube et c'est merveilleux. Tu Enfin, tapes moi, après, Groom, G-R-2-O-M. après un autre feuilleton que j'avais jamais vu qui s'appelle Seinfeld, je plaisante. J'en suis à mon 9e visionnage et celui-là, il est toujours aussi parfait. Donc, je sais pas. Vous voulez que je vous parle de Seinfeld? Non, c'est très bien, Ouais, Seinfeld, parce on que connaît tous. ok. Bah, Enfin, c'est j'espère. très bien. Enfin, est-ce que vous connaissez Seinfeld? Bah oui, Bah quand oui, même. quand même. Ouais. Ah bah je sais pas. Hein. Bah après, je doute pas vraiment de vous parce que vous êtes quand même mes petits chouchous. Donc, Si je préfère largement regarder Friends quand même. Ah, The Office, c'est tout, point. alors, C'est pas la même période en fait, hein, pour le coup. Ça s'adresse Bah non, pas au je même sais. public et c'est pas la même période. C'est et pas c'est comparable. les 2 meilleurs sitcoms de C'était pour l'univers. titiller. Moi, il faut savoir que quand j'ai fini de regarder l'un, je regarde l'autre. Et j'inverse. Et en général, je me fais l'intégrale des 2 au moins de chacun une fois par an. Voilà. C'est Et moi, j'ai une info question sur pour moi. Florian. Oui, je vous Quels sont écoute, Anthony. quels sont tes amis de papier du moment? Mes amis de papier du moment, écoute, ils sont juste là à côté de moi. J'ai ici, hop, déjà mon premier ami de papier, c'est ce carnet sur lequel j'ai écrit la liste de ce dont je vais vous parler. J'ai aussi beaucoup d'amis de papier qui me permettent de faire des mots pour sortir dans la rue, mais c'est pas ça le sujet. Non plus. Mon premier ami de papier, c'est Trashed de Derf Back Derf. On avait déjà parlé dans l'émission. Ok, donc super. Donc le Non, gars. mais non, je Ok. dis juste que c'est vachement bien et que j'encourage les autres à aller le lire. Alors, C'est celui qui a fait Mon ami Damer, non? C'est tout à exactement fait. ça, ouais. C'est le même Ok. type. Et là, en gros, il s'est inspiré de. D'autres serial killers. Non, en fait, c'est Non. son. Ah, je te laisse en parler, Florian. C'est Bah, j'aimerais bien, merci. Non, mais c'est vrai. Voilà, le gars, il a beau être en tout petit en haut à droite dans mon écran. Et il continue, quoi. Tu vois, les gars, c'est comme Jiminy Cricket, mais des enfers. Et donc, en gros, Derf Back Derf, c'est un mec qui est. Waouh, c'est un des chantres de la BD américaine, indépendante. En gros, là, il s'est inspiré de l'été qu'il a passé quand il était étudiant en tant qu'éboueur de sa ville. Et là, il fait un mix justement d'anecdotes qu'il a vécues et d'autres trucs qu'il invente dans plein de petites histoires, des petits chapitres qui. C'est très marrant, c'est un peu mordant et tout. Enfin, c'est incisif, c'est très proche toujours du style de Derf Back Derf. Et c'est aussi un peu entrecoupé de questions un peu techniques, genre comment fonctionne une décharge, comment fonctionne un camion poubelle, quelle a été l'évolution du camion poubelle, et c'est étrangement intéressant. Des quoi. questions que tout le monde se pose. Et des Non. questions que je me posais pas avant de savoir que je me les posais et de faire. Bah, c'est incroyable ces infos. Non, non, c'est ça, ça le pose talent vraiment d'un des artiste. questions sur le recyclage, etc. En fait, c'est vachement bien. Tout ça raconté de manière très autobiographique. Moi, je le conseille vraiment. Hein, enfin, tout ce qui est Derf Back Derf, c'est vachement bien. Et Je sais d'ailleurs, pas oui, si il faut tu connais savoir- le commis. Enfin, je sais pas s'il faut t'appeler le commis ou Cédric. Tu Est-ce que m'appelles tu connais comme tu veux, tu peux appeler ma couille. Eh bah, ma couille. Est-ce que tu connais Derf Back Derf? Oui, oui, de nom, je connaissais de nom, mais après, c'est vrai que je t'avoue que je n'ai absolument rien lu de lui, il me semble. Ou alors, c'est trop lointain pour que je m'en souvienne. Mon ami Damer, c'est vraiment le meilleur conseil pour moi. Pour Ça, apprendre me dit des- quelque chose, C'est-à-dire mais que j'ai si pas tu, lu. tu peux te balader genre dans une Fnac ou autre librairie, il va y avoir un bandeau avec écrit approuvé par Thibaut. Sur, Voilà, d'accord. Enfin, en ce moment, tu peux Attends, pas trop n'importe- te balader Attends, dans les mais moi- librairies, quoi. L'autre bouquin que j'ai bien aimé, c'est un peu technique. Alors vous me dites si c'est trop technique. C'est l'ABCD de la typographie de David Oh, Rowe. excellent, ça. C'est pourquoi tu Intéressant. prépares du lettrage? Bah, je suis fasciné par les arts graphiques, comme tu peux Mhm. peut-être l'imaginer, puisque je lis beaucoup d'illustrés. Et le lettrage me fascine particulièrement aussi. Je suis pas lettreur. Je connais des lettreurs. C'est des gens qui me rendent fou parce qu'ils ont choisi de s'engouffrer dans la brèche la plus pointue du design et du graphisme et de faire. Et ben moi, je vais faire que des alphabets toute ma vie et ça va me donner des émotions mes lettres et ça va être tellement parfait que personne va se rendre compte que Faut ça que existe tu- et que ça va toujours exister. Et c'est laquelle ta lettre préférée? Alors moi, j'aime bien, par exemple, une lettre que j'aime bien. Oui. C'est une bonne question parce que j'ai des chiffres que j'aime bien. Une lettre que j'aime bien, bah ça dépend beaucoup des typos. J'aime bien par C'était pas exemple une le vraie D. question en fait. Hein.
Ah bah écoute, désolé, hein, moi, Faut que tu- Non, mais la réponse le chiffre, c'est quoi? bah, j'aime bien Putain. le 3. Non, mais là, Et vous en allez fait, le on bloquer, évoque, il hein. est parti pour 4 heures là. Hein. Non, 3 heures. Et donc, en Faut gros, que tu... je vous la fais rapide, c'est des petits... Je t'ai entendu, Henri. Hein. Non, j'aurais dit j'ai toussé. C'est agréable, hein. C'est pas bon de tousser en rien. Et donc, en gros, voilà, c'est des chapitres qui expliquent l'évolution de l'écriture d'un point de vue concept. Il y a aussi d'un point de vue technique. Et ça explique aussi l'histoire de quelques typos très célèbres comme la Gilles 100, qui est par exemple les typos de la BBC, la typo qu'on voit partout dans le métro en Angleterre. Les typos type Bauhaus, ça explique aussi un peu l'histoire du comics en MS, hein, tout ce genre de trucs. Toutes ces typos qui sont partout autour de nous et qu'on connaît tellement qu'on fait « Ah oui, mais ça, c'est la typo de tel truc. » Mais cette typo a un nom et une histoire. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a Times New Roman dedans ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a Times Oui. New Roman? Et Ma préférée. Pourquoi l'histoire du Times New Roman? Et c'est très intéressant. Je peux la raconter, mais là, je suis déjà en train de... Non, Faut que ça, tu te... Ouais, conseille, il faut que tu te repenches sur la carrière de Saul Bass. Ah, mais alors lui, Qui c'est mon génie, c'est mon qui héros. avait fait tous les, pour ceux qui connaissent pas, tous les génériques, enfin beaucoup de génériques en tout cas pour Hitchcock, et Ouais. qui en plus de gérer justement tous les génériques, gérait également sur des typographies vraiment très spécifiques. Exactement. Et il a une carrière super intéressante. Et Il ceux est qui s'intéressent à considéré la comme- vidéo, c'est Ouais. le premier motion Père du designer. motion design. Ouais, t'as vu ça. Ouais. Ouais. Allez, Il je te suffit, fais un il high five suffit de virtuel. remater de toute façon le générique de La Mort aux trousses ou alors de Psycho, les génériques sont très intéressants à étudier Tout de sur le suite, point de vue ça. graphique, etc. Ouais. Et c'est Vraiment, c'est vrai vraiment que c'est- intéressant. C'est une merveille, n'hésitez pas à aller mater le travail de Saul Il y a, Bass. il y a moyen de trouver des documentaires. Je crois que c'est Arte ou je sais plus quelle émission qui avait fait du coup des petites émissions sur lui. Il y a moyen de toute façon de retrouver quand même pas mal d'images et pas mal de choses. Il doit même avoir un bouquin qui a dû sortir aux États-Unis. Peut-être pas en France, mais en tout cas aux États-Unis. T'as encore un truc à ajouter ou on peut demander à sinon Thibaut je lis Akira pour la première fois de ma vie. Ah. Et c'est Ouais. génial. Moi aussi. Mais Les parfait, jeux- les gars. Les jeux électroniques Tetris 99. Ah, vachement bien. Et j'ai commencé aussi Zelda La laine du sauvage. Ok, Ça veut personne dire ne des bonnes choses. réagit. Il peut Breath of the Wild. tout, Florian. Hein J'approuve tout, Florian. Merci, je t'aime. Et voilà, c'est cool, c'est très beau, ça donne l'impression d'être dehors. Sur cette Voilà, j'ai fin, terminé. On sur sent cette qu'il fin a besoin de parler. joyeuse. Il a besoin de parler, Florian. C'est Ouais, important. oui, mais moi, j'ai besoin de voir du monde. Des pigeons aussi. Oui, je vois beaucoup de pigeons. Putain, j'ai halluciné sur tes stories de l'autre jour, sur tes imitations de je sais plus qui, c'était Martine incroyable. Aubry. Martine Aubry, c'était magique. C'était à la demande, je fais comme ça. Des fois, j'ouvre mon cœur au monde. Allez Thibaut, dis-nous Allez, tout. Waouh, c'est déjà à moi. En film, bah, c'est un peu pareil que le comic des comics. Moi, j'ai maté Parasite et c'était vraiment bien. J'ai vu aussi. C'est assez énorme. D'ailleurs, Henri, est-ce que t'as vu Parasite? Connard, non, je l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu, je voudrais, mais je ne l'ai pas encore vu. Eh ben, je te le conseille parce que tout le monde dit que c'est très bien et en effet, c'est vraiment très bien. Donc, mais en plus, c'est le genre de film où moins t'en sais, mieux c'est. Oui, je me suis démerdé vraiment pour le coup pour ne quasiment voir aucune image, même pas la bande-annonce, etc. Et bah, tant mieux, tu vas être très surpris et la quatrième va vous surprendre. Car à un moment, il se passe un truc et après, tu fais ah bah quand même. Tu te rappelles, tu vois, du moment dont je veux parler? Ceux qui ont vu, est-ce que vous voyez du moment dont je parle? Ah, Laisse donc Incroyable. avec les laisse ciseaux, donc là. Thibaut parler. Allez. Allez Thibaut, continue. Sinon, mis à part ça, en série, je mate beaucoup de séries. J'ai fini Hunters, donc j'ai beaucoup aimé. Et pareil, assez déçu par le dernier épisode parce que ça part vraiment en cacahuète sur le dernier. Ça, c'est vraiment dommage. Je mate What We Do in the Shadows, la série, donc qui est une adaptation du film What We Do in the Shadows, qui est en fait une télé-réalité sur des vampires, qui est vachement vampire en toute intimité, c'est ça le titre français. C'est vachement bien ceux qui n'ont pas vu le film. La série est plutôt sympa aussi, bon moins bien que le film, mais pour une série adaptée d'un film, c'est plutôt sympa, tu vois. C'est un peu comme pour Ash vs Evil Dead, tu vois, la série est plutôt sympa. Et bah là c'est un peu pareil, c'est plutôt cool. Ouais, si ce n'est que la série, tout en étant une prolongation, a quand même son ton également, tu vois. Je pense que tu peux voir les deux sans que ce soit nécessairement comparable.
Exactement. Je parle pour Evil Dead en tout cas. Mais pour les deux, la critique peut être la même. Et sinon, je me refais énormément d'épisodes de Batman The Animated Series que j'ai eu en Blu-ray à Noël. Et du coup, j'en profite pour cette période de confinement pour remater pas mal d'épisodes. Ouais. J'ai quasiment déjà fini le premier coffret qui contient quand même 6 Blu-ray. Donc, ouais, exceptionnel. Un épisode préféré peut-être. Tu as bien raison. Compliqué. J'ai revu l'épisode où tu as chaque méchant qui explique comment il a failli piéger Batman une fois. Ouais, celui-là est vraiment tué. Cool. C'est lequel? C'est le procès ou la partie de poker, celui-là? C'est la partie de poker. Ouais, il est bien celui-là. Il est vachement bien. Excellent. Trouvez-moi un épisode qui est mauvais. Bah en fait, c'est ça qui est intéressant. Bah en fait, il n'y a aucun mauvais épisode. Il y a des épisodes qui sont moins bons, en sachant que même moyen, de toute façon, tu peux quand même profiter de la qualité plastique et découpage de chaque épisode. Et surtout de la musique. La musique est quand même de Shirley Walker, qui est exceptionnelle. La musique, le doublage, il y a tout ce qu'il faut. Carrément. Donc, vous pourrez... Attention. Vous pourrez retrouver un petit peu de mes chroniques à ce propos sur Shirley Walker dans le MOOC numéro 3 de Héros, dont je parle fortement. Pour une fois, à la radio, j'ai pas le droit, donc là, je me permets. J'en ai parlé beaucoup, en fait. J'aime énormément le Shirley Walker. C'est d'ailleurs une compositrice qui est pas assez reconnue et qui a pourtant... là, dernièrement, par exemple, Pinar Toprak, en fait, on en a beaucoup parlé en disant oui, c'est la première femme qui fait une musique pour un film de super-héros parce qu'elle a fait les musiques de Marvel, Captain Marvel, en sachant que en fait, non, Shirley Walker était déjà là avant et a fait ça de manière bien plus talentueuse. Elle a également travaillé sur la série Superman Animated, qui était également de Bruce Timm et Paul Dini. Et la musique est très bien. Après, elle avait fait d'autres trucs. Elle avait fait par exemple la BO des 3 premiers Destinations Finales, qui était intéressante, mais de toute façon, son chef-d'œuvre reste Texas Rangers, non. Non, Texas Rangers, putain, c'est mauvais. Je t'interdis, c'est pas bien, Cédric, c'est pas bien ce que tu fais. Allez. Et sinon, en comics, parce que bon, je lis quand même des comics, je me suis refait Killing Joke là, pour l'émission. Et sinon, je lis le gros pavé qui était sorti chez Urban, je crois que c'était en septembre, Batman 80 ans, où en fait ça revient sur tous les numéros de Detective Comics. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'en fait, Detective Comics, comme vous le savez. Batman, c'est celui qui coûte 60 balles, c'est ça? Pas du tout, il coûte 35 € et il fait 600 pages, donc pour le coup, le rapport qualité-prix est plutôt cool. Comme vous savez, Batman est apparu dans le Detective Comics numéro 27, enfin si vous le savez pas, en tout cas je viens de vous l'apprendre. Et en fait, il n'y a pas eu que du Batman dans les Detective Comics, il y a également eu plein d'autres séries, et du coup là ça revient un peu sur tous les épisodes de Detective Comics, donc du coup il y a un gros panaché, il y a des histoires d'Indiens, il y a du Batman, il y a les premières apparitions des méchants emblématiques de Batman, c'est vachement bien, je conseille. Par contre, c'est pour un lectorat quand même averti parce que c'est des vieux comics, hein, donc ça va être période années 40-50. On aimait Batman, hein. Ouais, et puis surtout pour essayer de redécouvrir les origines, etc. C'est intéressant quand même, tu vois, cette formule-là qu'ils font Urban et tout ça. C'est exactement, et puis franchement, 600 pages pour 35 balles. Ouais, carrément. C'est cool. Carrément. Ah bah puisqu'on parle de Batman, moi j'ai lu Damned aussi. Damned. Alors, est-ce que tu as aimé? Graphiquement, il est sublime, mais après j'ai eu un peu de mal avec l'histoire de Constantine, j'ai trouvé un peu confus. Mais... C'est bien, tout le monde a fait la même critique, graphiquement c'est splendide, mais le scénario est assez bancal. Vous aviez lu Joker juste avant? Oui, ouais. Joker est vachement mieux. C'est très très bien Joker. Parce que ça se répond quand même, les deux se répondent. Et... Oui, carrément. C'est d'ailleurs, pour pas spoiler, il y a un jeu de questions-réponses entre les deux BD et c'est intéressant effectivement de lire. D'autres BD aussi, il a voulu faire plein d'intertextualité, il s'est un peu perdu sur la fin, je trouve aussi. Moi, j'ai bien aimé par contre Constantine, le fait qu'il. Ouais. Je trouve que comment il s'appelle, Brian Azzarello écrit très bien le personnage de Constantine. Et qu'Alex Nikolavitch, puisque si tu l'as lu en VF, c'est Alex Nikolavitch qui l'a traduit, lui arrive à le traduire de la même manière, avec le même panache. C'est surtout le dernier épisode. Hein. Moi, le premier, je l'adore, hein, de Damned, mais c'est vraiment le dernier épisode qui m'a un peu frustré. Oui, la fin est un peu en comment dire, en demi-teinte. En demi-teinte, en demi-molle. Et toi, Henri?
Alors, j'ai pas eu le temps énormément parce qu'en fait, je bosse actuellement sur le cinquième volet donc du MOOC auquel je participe depuis 1 an et demi. Ta double promo là. Qui s'appelle oui voilà, qui s'appelle Héros. Qui s'appelle Nadine. Et qui sort chez Inis. Et je lis quand même des trucs parce que je vais beaucoup aux toilettes. Et j'ai tendance à beaucoup lire dans les toilettes. Je pense que c'est un peu l'endroit privilégié. Alors j'ai lu une BD en 2 volumes qui s'appelle Brindille. J'ai oublié qui est sortie chez Vent d'Ouest. J'ai oublié les auteurs. J'ai lu une BD qui s'appelle Blue, dont seulement le premier volume est sorti, où graphiquement c'est vraiment très très intéressant et ça promet pas mal de choses, mais je pense qu'il va falloir attendre un petit moment que le deuxième volet sorte. Comme j'ai dû écrire un texte sur Alex Ross, bah je n'ai jamais lu et je viens de ressortir Astro City pour pouvoir. Attends, Astro City ou Kingdom Come, pardon. Kingdom Come. Il est bien celui-là. Pour découvrir, je viens de démarrer Space Bullet de Craig Thompson. Alors c'est très particulier parce que Craig Thompson, pour ceux qui connaissent surtout, qui a fait Blankets et Habibi, et qui a fait également un carnet de voyage et plusieurs BD qui sont des choses beaucoup plus ancrées dans le réel. Et là, il fait un récit où il y a l'air d'avoir de toute façon toutes ces thématiques habituelles, mais dans un récit plus basé en mode science-fiction humoristique. Donc j'en suis au début, c'est très très chouette pour le moment. J'espère me remettre à Darksider Genesis en jeu vidéo parce que j'ai pas le temps de jouer en ce moment. Je me suis relu les 2 volets de Infinite Loop parce que j'écris actuellement sur Elsa Chartier et Pierrick Collinet. J'espère pouvoir avoir la possibilité de faire leur interview très 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 rapidement. J'ai pas vu dernièrement. Je les ai croisés. Oui, on les a vus dernièrement. J'ai le contact, en fait, je les ai croisés, ils sont venus en dédicace à Lille, à Astro City. J'ai leur contact, c'est juste une question à mon avis d'emploi du temps, parce que je sais qu'Elsa est très très prise sur le 3e volet, en tout cas aux États-Unis, de sa nouvelle série November. Donc j'écris sur eux et également donc sur Infinite Loop. Et qu'est-ce que je peux dire en tout dernier j'ai pas dit qu'il n'avait pas le temps de lire. Si, sur les toilettes. Il mange très mal. Il doit chier plus que ce qu'il travaille, en fait. Voilà. C'est ça. Je ne vais pas m'étaler sur ma vie cacesque, mais... Non, ne t'étale pas sur le caca, SCP. Et sinon, en tout dernier, je dois reprendre un livre qui s'appelle Cochrane versus Cthulhu. J'en parlerai probablement dans une émission prochainement dans l'Imaginarium. Et je dois redémarrer surtout Bone de Jeff Smith, que j'avais chopé en intégralité, où j'en suis à la moitié. C'est excellent, c'est très très bien. D'ailleurs, la BD dont je parlais au début, Brindille, on sent que l'auteur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, je le redirai un peu plus tard, est très inspiré par Jeff Smith parce qu'on reconnaît un petit peu on reconnaît l'influence en tout cas. Et c'est vraiment très très bien. Et puis sinon, le seul truc que j'ai le temps de regarder en ce moment, c'est Kaamelott avant de dormir. Voilà, que je remate sans cesse et sans cesse. Et je pense du coup qu'on va... Que des bons conseils, hein. Franchement, je pense que là, si vous savez pas comment vous occuper pendant le confinement, là, il y a que des bons conseils. Carrément. Je vous apprécie tous. Je vous aime. Les librairies sont fermées, donc s'ils les ont pas, tu vas juste créer de la frustration. Exactement, mais gardez cette frustration et faites-en quelque chose à la réouverture, allez arroser tous les libraires. Exactement. Qui le méritent. Dans cette période de confinement, exactement comme tu viens de le dire, pensez à nos chers libraires au moment où vous allez pouvoir recommencer à bosser et où tout va un peu réouvrir, et surtout faites gaffe un petit peu avec tout ce qui est Amazon, etc. Pensez un petit peu à la sécurité et à la santé des gens qui travaillent également dans les entrepôts d'Amazon, parce qu'ils sont un petit peu 600 à se croiser tous les jours et c'est un petit peu révoltant. Et sur ce, on va peut-être passer un petit peu à la thématique en tout cas carrément. Jour. Et je vais te laisser cette fois-ci introduire un petit peu de quoi on va parler. Thibaut, je t'en prie. Carrément, c'est moi qui parle. Oui, carrément. Comme on l'a dit au début, cette fois-ci, tu ne te défileras pas avec le fait qu'on doive parler de nos recommandations. Vas-y. Allez, Fred. Tout est parti de la lecture, la relecture, hein, parce que je l'avais déjà lu, de Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland au dessin. Et en fait, j'avais acheté l'édition Urban où il y a donc du coup 2 colorisations. Donc la colorisation d'origine en 88 par John Higgins, et la recolorisation par Brian Bolland qui a été fait en 2007. Et également à la fin de cet ouvrage, vous aurez la version noir et blanc accompagnée du script. Et en fait, je voulais lancer un petit débat autour de ça
C'est globalement, est-ce que vous êtes pour ou contre la retouche d'une œuvre, que ça peut s'appliquer aussi bien aux comics qu'au cinéma, avec par exemple les Star Wars, aux jeux vidéo, avec par exemple la ressortie normalement en avril de Final Fantasy VII. On peut étaler à pas mal de sujets. On va Donc, pas trop. Je voulais un peu avoir vos avis par rapport à tout ça. Juste une petite précision, on va pas trop étaler justement les titres parce qu'on va vous laisser la petite précision qu'on a, c'est que seulement Thibaut et moi avions parlé de la thématique à la base pour laisser un petit peu la surprise aux autres. Et justement, comme il vient de le dire, ça s'étale vraiment à plein de sujets. Donc à vous de sortir un petit peu nos titres. Et pour le moment, Thibaut et moi, on ne va rien dire parce qu'on a déjà beaucoup parlé. On va laisser, encore une fois, pour être un petit peu poli, on va laisser la priorité à Cédric. Alors, du coup, moi j'avais été prévenu aussi du sujet, hein, j'avais demandé, mais j'ai été prévenu il y a 3 heures, donc ça va. On est quand même sur une base de quasi-surprise. Mais voilà, je tiens à vous le dire, j'ai été prévenu, donc j'ai un petit peu. Non, je voulais pas mentir. Donc, non, c'est un débat très intéressant, un débat qui peut arriver à très peu d'endroits au final, à part voilà, dans le comics, dans le ciné. Et moi, je me suis même posé plein de questions. Bon, pour le Killing Joke, je pense qu'il faut accepter les deux colorisations parce qu'on n'a pas le choix. Pendant 20 ans, on en a eu une, puis au bout de 20 ans, on en a eu une nouvelle. Je pense que c'est un cadeau. Et je pense que il faut voir l'intention de l'artiste et que l'artiste qui l'a fait, donc là c'est Brian Bolland, n'a jamais été satisfait des couleurs du bouquin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a vu le bouquin, avant même qu'il soit mis avant même qu'il soit mis en rayon, il a dit ça me plaît pas. Mais il n'avait pas le temps de le recoloriser. Il n'avait pas rentré ça dans son emploi du temps. Donc, après, je sais pas si tu allais en parler, mais en fait, il a confié la colorisation à John Higgins à l'époque parce qu'il n'avait pas le temps de faire la colorisation. Et au final, John Higgins a eu assez peu de recommandations par rapport à la couleur. Et en fait, ça s'est fait un peu dans la précipitation en fait à ce niveau-là. Je pense que c'est bien de le rappeler. Oui, mais bon. Après, on a rarement beaucoup d'indications sur la couleur quand on est. Il y a très peu, pour connaître quelques coloristes, il y a très peu il y a des tons qui sont donnés de manière générale, une espèce de tonalité globale, mais ça se fait beaucoup sur l'air du temps. Et là, la colorisation d'Higgins, elle est c'était en 88. En fait, je disais surtout ça par rapport au fait que Brian Bolland avait pas le temps de s'occuper lui-même de la colorisation et que c'est pour ça que John Higgins avait eu la tâche de le faire. Bien sûr, mais il n'a jamais été satisfait du résultat. Et ça, c'est un vrai problème. Mais en même temps, on peut se dire quand même... ça pose des vraies questions. Parce que d'un côté, les comics, l'industrie du comics, on sait qu'elle est compartimentée, que chaque personne doit faire son job. Et tant pis. Là, évidemment, vu que c'est The Killing Joke, vu que c'est Brian Bolland, Alan Moore, et que c'est un bouquin qui se revend, qui est assez souvent classé en tête des ventes parce que c'est Alan Moore, c'est comme ça, hein, tout ce qu'il touche, il en fait de l'or. Et bien, DC s'est dit, on va trouver une solution de faire perdurer un petit peu la machine et de justement essayer de reproposer quelque chose pour ceux qui l'ont déjà dans 3, 4, 5, 6 éditions. Ils n'auront pas l'édition colorisée par Brian Bolland. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu frustrant pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire, parce que je connais beaucoup d'artistes qui sont un petit peu frustrés par les couleurs de leur BD et qui ne s'appellent pas Alan Moore, donc ils pourront jamais, ou Brian Bolland, donc ils pourront jamais le refaire. Mais en même temps, je me dis, putain, c'est le type qui l'a dessiné, c'est lui qui avait en tête tout ça, pourquoi pas. Mais moi, vraiment, j'ai pas de préférence. J'ai des préférences sur certaines scènes dans l'un et dans l'autre. Mais je trouve pas que c'est trahir ou. Ça va quoi. Après, je suis pas un ayatollah. Hein. Pour ceux qui n'ont pas du tout les deux versions pour être comparées, elles sont quand même assez radicalement différentes. Il faut savoir que la version des années 80 est quand même beaucoup plus flashy. LSD, on va l'appeler LSD, années 80. Exactement. LSD. Et que la version 2007 est vraiment très photoshopée. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une colorisation à la base qui est en traditionnel et l'autre colorisation est faite en numérique du coup de nos jours. Ce qui aurait été intéressant à la limite, c'est si... de nos jours, Brian Bolland avait refait sa colorisation également en traditionnel. Je fais pas de débat sur le traditionnel et le numérique, mais c'est juste que ça aurait pu donner peut-être un avis moins tranché, parce que du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, selon également la période où ils ont connu le comics, ne préfèrent vraiment soit que la première colorisation, soit que la colorisation de Brian Bolland aujourd'hui, en sachant que
Ça fait également une porte d'entrée par rapport à un comics comme celui-là, parce que quand tu le vois en noir et blanc, pour le coup, je trouve qu'en noir et blanc, il est vraiment intemporel. Il avait déjà quelque chose de très avant-gardiste dans son ancrage, moi je trouve en tout cas. De même que si tu regardes en noir et blanc, par exemple, le Watchmen, où tu as une édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où tu vois uniquement en noir et blanc, et le fait que la colorisation soit faite en numérique, ça peut permettre peut-être à certaines personnes aujourd'hui de découvrir d'une certaine façon, parce que la colorisation des comics, c'est quasiment exceptionnellement aujourd'hui uniquement en numérique. Donc du coup, pour les gens qui sont habitués aux comics modernes, et en tout cas à la façon de faire moderne, ça sera peut-être une façon un peu plus intéressante pour eux de découvrir. Mais du coup, je pense que c'est intéressant le fait qu'ils aient sorti cette édition-là avec toutes les différentes versions pour pouvoir se faire un petit peu son propre avis et avoir son... Et du coup, est-ce que moi j'ai l'édition en VO, est-ce que vous qui avez celle en VF, est-ce qu'ils ont varié les papiers aussi c'est-à-dire que moi j'ai la colorisation d'Higgins sur un papier, ou attendez, enfin, j'ai une colorisation sur un papier glacé et une autre sur un papier, je sais plus comment on appelle ça. Non. Non, la version urbaine, papier... c'est la même. Que papier glacé. Ouais, c'est papier glacé pour toutes les éditions. C'est pas en papier mat pour les différentes versions. Mais c'est vrai que ça pourrait jouer énormément. Hein. Moi, celle d'Higgins, je l'ai sur du papier, mat, comme tu dis. Donc vraiment texture comics de l'époque, et celle de Bolland sur un papier plutôt glacé, donc qui s'adapte plus au hardcover tel qu'on l'a connu par la suite. Ce qui même ça joue finalement, ça fausse un petit peu. Je suis même pas certain que quand tu relis l'édition que Thibaut et moi on a, donc la dernière édition qui est sortie chez Urban, donc l'édition, la colorisation de Higgins sur un papier aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'ils aient même pas retravaillé un petit peu les contrastes sur cette édition-là, et du coup que ça ait un côté encore un peu plus flashy que l'édition d'époque qui était vraiment sur pour le coup un papier mat, pas glacé, pas brillant. C'est une question qui serait intéressante pour ceux, je sais pas si vous l'avez, Thibaut, tu l'as toi l'édition d'origine? Tu l'as pas, peut-être? De quoi? Moi non, en gros j'ai déjà 3 éditions, donc ce qui est déjà pas mal. J'ai la version noir et blanc qui était sortie chez Urban. Ouais. J'ai la version là avec les 2 colorisations plus le script accompagné des planches originales. Et après j'ai une version Panini qui est un peu datée, quoi. Donc mais avec déjà la colorisation de Bolland, quoi. Donc post 2007 quand même. Sinon, un peu pour écouter un peu tout le monde, là ce qui est bien avec cette édition-là, c'est que on a les différentes colorisations qui sont proposées. Ouais. Pour le cinéma, ça peut être également le cas avec par exemple Blade Runner, où on va avoir tous les montages disponibles. Mais par contre, ça sera vraiment pas le cas, par exemple, pour Star Wars. Et du coup, je voulais avoir un peu votre avis par rapport à ça. Pour moi, tant qu'on a le choix des différentes versions, c'est cool. Mais quand on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous en pensez, justement? Du coup, Cédric, Thibaut ou Flo? Je comprends pas très bien la question de Thibaut. Alors, j'ai un avis sur la question, mais je comprends pas. Regarde, en fait, pour te redire... Vas-y, bon, d'accord, vas-y, dis Cédric, et puis je te redirai au cas où Florian. Vas-y, Cédric. Non, vas-y, toi. Non, mais moi je suis pour. Moi je suis pour. Non, je suis qui pour être contre? La problématique en fait que Thibaut soulève, si dans le domaine du cinéma on devait comparer 3 cinéastes en tout cas que moi j'ai en tête, c'est que tu as dans un extrême, tu as George Lucas qui lui, de toute façon dans toutes les versions qui sont ressorties en support physique depuis la sortie en 77 du premier Star Wars, c'est que chaque fois que le film est ressorti, ça a été dans une version différente modifiée, en sachant qu'il ne redonne à l'heure actuelle toujours pas accès à l'édition d'origine du film. Il y a des fans qui l'ont retrouvé, qui l'ont recréé, non, il me semble. Bah, ils ont recréé en sachant que c'est toujours pas la première, parce que c'est des images. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont recréé. Des images retrafiquées un petit peu, donc c'est l'édition Despecialized, telle qu'ils l'ont appelée, parce que c'était l'édition spéciale qui était sortie il y a 20 ans. Enfin, je sais plus à combien de temps. À côté de ça, tu as par exemple Francis Ford Coppola qui est au milieu, qui lui en est déjà à sa 3e version, par exemple, de Apocalypse Now, où les 3 versions ne sont pas nécessairement représentes à chaque fois sur les nouvelles éditions, mais les anciennes versions sont retrouvables. Et tu as par exemple Ridley Scott,
qui lui te sort un Blade Runner, mais qui lui te sort une édition où les 5 montages sont disponibles dans son édition pour te laisser la possibilité. Donc en fait, la problématique est de savoir là-dessus, est-ce que vous êtes OK pour une remasterisation, pour une réinvention en fait, par exemple, d'un film, et jusqu'à quel point en fait vous êtes OK avec cette pratique-là? Après, je pense à chaque fois, la réponse elle appartient au créateur du truc. Effectivement, après, il y a des niveaux d'extrême, comme c'est Lucas qui fait comme si tout ce qu'il avait fait avant, les versions d'avant n'avaient pas existé. Ça, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce que ça peut pas un peu faire perdre justement le côté intéressant de l'évolution qu'un réalisateur peut avoir sur son propre taf au cours de sa carrière. Ce qui montre aussi que quand tu bosses sur un projet, sur un truc que t'aimes, que des fois tu reviens dessus, ça permet de montrer que voilà, ton image, ton idée de ton propre projet évolue en même temps que toi tu vieillis, tu mûris, tu as des expériences, et comment toi ta vision du truc après évolue. Après, ce qui est clairement la démarche pour le coup de Ridley Scott. Oui, voilà. Ridley Scott a remis chacune de ses versions en expliquant pourquoi il a fait à chaque fois telle ou telle nouvelle version, oui. Effectivement. Et ça, après, c'est le côté du coup de Ridley Scott. Pour moi, ça va être peut-être presque trop technique. Après, il faut aussi dissocier l'œuvre de l'artiste. Alors, ne me lance pas. Non, mais c'est bon, c'était vrai. Et il faut aussi dissocier, pour moi, les médiums, quoi. Parce qu'on a tous aussi des niveaux d'investissement dans chaque média. Il y a par exemple, moi, ce que vous dites sur le cinéma, comme je ne me considère pas spécialement cinéphile, je vais même pas forcément spécialement me rendre compte que c'est telle ou telle version. Mais des trucs qui me touchent plus, par exemple. Tu regardes par exemple, pour te donner un exemple qui va peut-être plus te parler. Ouais. Je sais que là, ça va peut-être concerner uniquement l'aspect ultra puriste, mais quand le coffret intégral des Beatles est ressorti il y a quelques années, il est sorti en version mono d'origine, juste un peu lavé au niveau du son, et la version refaite en version Dolby Stereo. Et à l'époque, il y a justement des super fans jusqu'au bout des ongles qui ont gueulé parce qu'ils trouvaient que c'était une espèce de modification de ce qu'est le son original normalement des Beatles. Donc là, c'est pour ça qu'on parlait justement que c'est un truc qui peut se reporter sur la musique. Qu'est-ce que tu penses par exemple de ça? Des albums qui ressortent en version ultra remasterisée, voire même en 5 points. Les albums ressortent de temps en temps en 5 points sur DVD. Oui, il y avait aussi un truc, le format du SACD qui n'a pas du tout tenu. Ouais. Mais après, le truc, c'est que c'est toujours OK tant que c'est les créateurs ou les créatrices qui l'ont fait et qu'il y a une vraie raison derrière qui est liée, une raison créatrice, quoi. C'est pas genre, oh tiens, cette phase B qui est sur telle compile, si on refaisait une nouvelle compile avec cette phase B, comme ça, bah voilà, on met une petite photo que tout le monde connaît déjà, mais on change un peu la couleur du fond. Oh, puis voilà, ça fait un peu du bif un peu facilement, quoi. Après, je crache pas sur les gens qui collectionnent et qui veulent tout avoir sur une œuvre. Mais tu les méprises un peu quand même. Après, moi, c'est-à-dire que si je suis en train de faire caca et que leur tête nue passe en dessous, je vais pas arrêter, quoi. Par exemple, j'ai une question pour Anthony, là, du coup, histoire de faire passer ça sur la partie jeux vidéo. Tu nous en as parlé, tu vas en reparler dans pas très longtemps, j'imagine. Il y a Final Fantasy VII qui ressort dans une version totalement refaite. Le jeu est réappréhendé totalement avec des choses qui sont rajoutées. Entre-temps, il y avait eu une version remastered, si je me trompe pas, qui avait été faite avec juste des graphismes qui étaient un petit peu polish, tu vois, par rapport à la version d'origine qui était sortie sur PS1, pardon. C'est quoi ton point de vue justement par rapport à ça? Est-ce que c'est un outrage? Est-ce que c'est un respect par rapport au ça? Est-ce que c'est une véritable réinvention? Ou est-ce que ça se place en fait l'aspect purement réinvention et artistique là-dedans? Pour toi. Je suis plutôt pour ce genre de choses. Alors c'est vrai que le remaster actuellement c'est un peu à la mode et tout le monde fait des remasters à tout va et du coup c'est vrai que on a vu que c'était un peu le pognon facile du moment, mais en même temps
y a des moments où pour moi ça paraît nécessaire. Enfin, sur le FF7, je l'attends beaucoup parce que le travail qui est fait derrière, il a l'air d'être vraiment monstrueux. Vraiment, il y a un gros boulot qui a été fait dessus. Il est en train d'être remasterisé complètement. Il faut pas oublier qu'à l'époque où il est sorti, même s'il était déjà très avancé graphiquement, il y avait quand même des limites à la console. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais. Pour moi, la justification de refaire un remaster, elle vient là. Quand quelqu'un rencontre un problème technique, il n'a pas les moyens de faire mieux que ce que la technologie actuelle lui propose, évidemment, il doit y avoir une frustration. Enfin, c'est comme si toute ta vie, tu avais dessiné avec des crayons, et puis un jour, tu découvres qu'il existe de la gouache et des feutres, et enfin bref, tu comprends un peu ma métaphore, c'est que du coup, tu as d'autres possibilités qui s'ouvrent à toi, et je te dis, putain, mais en fait, si j'avais eu ce matos à l'époque où j'ai fait mon premier jeu, eh ben, j'aurais pu faire 15 fois mieux, quoi. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer avec le FF7 Remake, et je l'espère en tout cas, mais au vu des images et de la démo, je sais pas si vous avez pu faire juste la démo gratos qui est actuellement sur le PSN, mais elle est monstrueuse. Enfin, ça a l'air vraiment d'être fat. Pour moi, un remaster, il doit être dans ce sens-là, il doit être fait comme ça. Mais c'est vrai que tous les remasters polish qu'on a pu voir, où ils ont juste débordé un petit peu, enlevé un peu de pixels et juste fait une version pour pouvoir la remettre sur le PSN à 40 balles et en faire un maximum. Moi, je trouve ça un peu dommage et je trouve ça un peu trop facile. Mais quand c'est vraiment bien fait, quand c'est justifié, oui, je suis pour. Après, justement, il y a une question qui est intéressante là-dessus, c'est que malgré tout, pour toi connaître un petit peu tes goûts, t'es quand même client également simplement du polish, parce qu'en l'occurrence, Okami et Shadow of Colossus qui sont ressortis, les remasters sont vraiment très beaux. Pour le coup, on est d'accord que sur un point de vue d'histoire, sur le point de vue des choses qui sont rajoutées, pour prendre un exemple tout con, Gears of War, le tout premier est ressorti sur Xbox One, en réincluant en fait tout ce qui n'avait pas été mis sur le jeu d'origine, en sachant que le jeu d'origine était sorti également sur PC. Sur PC, le jeu était plus long. Et là, en plus de rajouter les quelques trucs, DLC et machin, ils ont rajouté 1 heure réellement scénarisée de jeu supplémentaire en refaisant totalement les graphismes. Donc là, on a réellement une véritable plus-value en plus de celle uniquement visuelle. Mais dans le cas d'un Shadow of Colossus ou d'un Okami, quel est l'intérêt dans ce cas-là uniquement de ressortir le jeu juste plus beau? Quel est l'intérêt théoriquement? Le prix là, qui c'est va juste dans pour pouvoir Rift, jouer sur déjà le pognon évidemment, mais surtout là tu joues sur la nostalgie en fait, quoi. Jamais, Parce qu'au final le Okami, tu pourrais ressortir la PS2 et rejouer la version de base, ça ne changerait pas grand chose, quoi. Alors certes ça évolue un petit peu et c'est un peu plus beau à effectuer, mais là c'est ça, tout est misé sur la nostalgie, et c'est ce qui est en train de se passer de toute façon dans tous les médias, et que ce soit même au cinéma ou autre, c'est qu'on joue sur ce point de la nostalgie pour pouvoir te revendre le même produit que tu avais déjà aimé avant. Mais est-ce que ça joue pas dans ce cas-là par rapport à une attente qui se fait désormais dans la mesure où la plupart des médias en fait évoluent énormément en termes de qualité d'image? Tu vois, par exemple, on est passé de l'image de base au 720 en 1080, aujourd'hui au 4K, et on parle déjà du je sais plus combien de K ou 12K et tout ce que tu veux. Est-ce que ça joue pas également peut-être indirectement sur cette demande-là? Dans le sens où, mis à part sur les rétro gamers et tout ce que tu veux, et qui eux restent justement attachés à la vision d'origine du jeu, est-ce que c'est pas également une possibilité, sans donner l'aspect monétaire, est-ce que c'est pas également une possibilité de pouvoir de faire découvrir ces jeux-là à des gens qui n'ont pas pu les connaître à l'époque et qui n'accepteraient pas le visuel des jeux d'origine? Hmm. Bah après, là, tu rentres dans le débat de qui a créé l'offre et qui a créé la demande. Et là, je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Mais oui, par rapport à ce que dit Henri, en fait, ce qui est intéressant, c'est que est-ce que les jeunes, on va dire, parce qu'il faut les appeler comme ça, nous on est vieux, est-ce que les jeunes ont vraiment envie de jouer à des anciens jeux? C'est vraiment une question que je me pose, quoi, parce que je pense plutôt qu'aujourd'hui, Pokémon par an, oui. oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, surtout, la cible du jeu vidéo, c'est plus les jeunes. Aujourd'hui, la cible des médias qui veulent vendre du jeu vidéo, c'est les 30-40 ans, parce que c'est eux qui jouent le plus aux jeux vidéo. Donc, quoi de mieux que de leur appuyer? Oui, c'est ça, mais quoi de mieux que... Il a dit jouer avec les mains. Il faut se servir de ses mains, c'est pour les bébés, c'est une référence ciné.
Non, mais j'avais Tout à pas fait. entendu en fait. Pardon. Mais du coup, aujourd'hui, tu joues sur la nostalgie de ces personnes-là, où eux, enfin, je sais pas, mais tu me prends, moi, on repart sur FF7, c'est une partie de mon adolescence, j'avais 16 ans quand il est sorti, ou 14 ans, je crois, et c'était mon premier RPG, j'avais adoré, etc. Et c'est vrai que ce que j'ai ressenti en découvrant ce jeu-là, je me dis que si j'avais des gamins, j'aurais envie de leur faire ressentir la même chose. Donc, quoi de mieux que le remaster du jeu pour les faire s'intéresser à ce que moi j'ai aimé et Pour les y continuer à amener. créer une boucle, quoi. Donc on est bien quand même sur une question également visuelle qui fait que éventuellement, si on enlève l'aspect négatif du on ressort ça uniquement pour se faire de la manne en plus, on peut également être sur le truc de refaire le visuel du jeu parce que ça peut amener justement des anciennes générations qui ne sont pas réceptives au visuel des jeux d'avant à découvrir Ouais, justement des je jeux pense qui que sont des jeux historiques dans je pense que c'est quand même l'évolution du beaucoup jeu plus vidéo. compliqué que ça. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est que aujourd'hui, alors certes, il y a une notion pécuniaire qui est à prendre en compte dans le jeu vidéo, mais dans tous les médias, c'est pareil. Enfin, c'est comme un artiste où il va sortir un nouvel album et tu vas te dire, est-ce qu'il fait ça pour l'argent? Est-ce que l'argent le motive à faire des albums? Bah Ben, oui, évidemment. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui il sont refait, derrière. il C'est refait, de il donner refait des un envies album, de il refait pas continuer. le même. Il Bah, refait un album, non, mais il mais refait pas le même. par rapport à ce que dit Anthony, c'est vrai que en ce moment, tous les albums qui sortent, limite un an après, t'as une réédition avec 5 titres en Oui. plus. Ouais. La version vinyle, la version avec la pochette alternative. C'est ça, ouais, et du coup, je trouve ça vachement intéressant. Là, pour le coup, est-ce que c'est pas uniquement des raisons pécuniaires, en fait parce que moi, je vois pas trop l'intérêt de faire des rééditions juste pour Ouais. ajouter 5 Je morceaux pense assez que bof, quoi. le côté pécuniaire, il est dans le sens où tu vas orienter sur. Enfin, je sais pas, mais je me mets à la place de Sony aujourd'hui ou de Square Enix. Je me dis, ok, on doit sortir un jeu, on a besoin que les jeux qu'on sorte fonctionnent et se vendent pour pouvoir continuer à en faire d'autres et pour pouvoir continuer à créer. Aujourd'hui, on a une demande autour de FF7. Ça fait des années que des fans réclament le remake. Ils savent Mais que que d'autres s'y là, il opposent. est déjà sold out en précommande. Ils savent très bien que ça va cartonner. Ils savent exactement où ils mettaient les pieds. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une recherche vraiment artistique derrière et une vraie recherche de création? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Dans le cas de Final Fantasy VII, je pense que oui, puisqu'ils ont déjà annoncé de toute façon qu'ils allaient rajouter des maps supplémentaires et qu'ils allaient rajouter des arcs scénaristiques Ils vont supplémentaires. développer l'histoire, ouais, tout à fait. Ils vont développer beaucoup C'est un plus nouveau l'histoire. jeu, quoi. Donc, on est dans le... Oui. Bah, Ouais, voilà, on non, mais est dans une réinvention du jeu, du coup. pour le coup. complètement, parce que de toute façon, graphiquement, il a aucun rapport avec celui qui est sorti dans les années 90, hein, pour le coup. Des Ah années non, non, 2000, du pardon. tout. Du tout. Mais même au niveau du gameplay, ils ont repris. Enfin, maintenant, c'est plus un jeu Mm. d'action qu'un jeu. Alors, c'est action avec des notions de RPG dedans, mais on n'est plus dans du vrai RPG pur et dur. Mais en Au même final, temps, là, moi, je comprends ce truc-là. de C'est que similaire, t'as que le scénario, hein, si je me oui, trompe oui, pas. bien sûr, scénario, personnage, il y a d'autres similitudes, mais là, aujourd'hui, moi, je me dis que, enfin, j'aime bien ce jeu, hein, je l'ai vraiment adoré, mais je peux plus y rejouer aujourd'hui, parce que graphiquement, il a quand même très, très, très vieilli, c'est super dur à jouer, Qu'est-ce qui vous arrive, les ninjas? Le- Je te laisse finir et j'ai une question pour les deux Cédric, juste après. Ouais. Je disais juste c'est qu'aujourd'hui le Je pense jeu que il a je le vraiment ferai. très vieilli et je peux plus y jouer. Maintenant FF7 C'est j'adorerais le refaire et même l'espèce de remake qu'ils avaient déjà fait où ils avaient polish un petit peu le Ouais, c'est jeu, ça. bah ça reste injouable. Enfin les combats c'est long, c'est chiant, c'est du tour par tour, On c'est n'est très plus très habitué. répétitif. On n'est plus habitué à C'est- ça. Alors, est-ce que tu peux plus y jouer parce que tu y as trop joué et genre tu connais le jeu par cœur, donc du Non, coup, je t'as pense plus qu'il peut aucune plus y surprise. jouer parce qu'il s'est trop habitué justement au système de jeu Parce qu'il actuel. a plus la D'accord. PlayStation. Exactement. Il a plus Bon, les aussi, ouais. réflexes qu'il faut. J'ai Je un- pense que c'est j'ai ça, hein. une Recalbox. Et j'ai un, j'ai un Pi 4, c'est bon, j'ai un Raspberry. Mais Ah, du coup, on a la même. voilà. Mais du coup, Ah, non, non, super. moi je suis d'accord pour répondre à ta question, Florian, c'est qu'aujourd'hui, je peux plus y jouer parce que le jeu vidéo a vachement évolué depuis Ouais. et je préfère vachement les gameplays des jeux de maintenant que ceux de l'époque. Faut pas oublier que les tours par tour qu'on utilisait à cette époque-là, c'était des contraintes techniques. Enfin, on faisait ça sur les jeux de combat parce qu'on n'avait pas les moyens d'animer plus, les consoles pouvaient pas absorber plus. Mais en réalité, quand tu le reprends un jeu maintenant avec typiquement ce gameplay, c'est chiant, c'est vraiment chiant, c'est long, c'est répétitif, tu t'ennuies un petit peu, quoi. Ah, le jeu South Park en tour par tour, moi j'avais kiffé, hein, je t'avoue. Non, mais après, ça s'est vachement amélioré aussi le tour par tour. Mais le tour par tour de cette époque-là, le pur et dur, c'est très très chiant, c'est très répétitif, quoi. Du coup, Cédric, pour là revenir un petit peu sur le comics et vous le donner la parole à vous, moi j'aurai des trucs à dire après. Quand on parle des rééditions, pour nommer du coup ouvertement les boîtes,
On a d'un côté Panini, on a la formule Panini, on a la formule Delcourt, on a la formule formule Panini, Urban. c'est celle avec la boisson. La formule avec le dessert, allez. On a la formule donc Panini, Urban ou encore Delcourt, où chacun en fait ont leur truc, mais dans le cas par exemple de Panini qui ressort d'un seul coup une édition qui s'appelle Deluxe et qui est juste un petit peu plus grande, est-ce que là c'est pas ouvertement du foutage de gueule? Là où à côté de temps en temps on a des éditeurs qui ressortent justement des nouvelles BD. On a eu par exemple pour donner un exemple chez Delcourt, tout simplement The Crow est ressorti il y a quelques années, donc de The Crow de James O'Barr. Il a ressorti dans une édition augmentée, mais qu'il a fait en tout cas de sa propre initiative, où il a rajouté des pages supplémentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, par exemple, si vous avez lu les deux versions? J'ai pas lu les deux versions, mais vas-y, je laisse la parole à Monsieur Cédric P. Ouais. Ben moi, de manière générale, je pense que c'est au cas par cas. Il y a des trucs. Si c'est pour vraiment rajouter du contenu intéressant, mais si c'est pour rajouter des trucs qui servent à rien, ou alors genre des pages, des croquis et des machins, des trucs faits au crayon de bois, ok. Moi perso, je m'en fous. Et c'est aussi valable pour les... Parce que tout à l'heure, on parlait de jeux vidéo. Là, moi, récemment, j'ai vu qu'ils avaient ressorti Aladdin sur la Switch. Donc j'étais hyper content parce que moi je l'avais quand j'étais ado et j'étais arrivé jusqu'à la fin du jeu. Et quand j'ai voulu le racheter, j'ai vu que c'était exactement le même que sur la. Oui, bien sûr. La C'est Super vraiment Nintendo, le genre de ressorti qui sert à rien du tout parce que ça juste avant. Ouais. Ça et le Roi Lion qui sont. Et le Roi Lion, les deux sur la même boîte. Donc je me dis, mais dans ce cas-là, c'est exactement le même jeu au pixel près. C'est ça. Alors que Wonder Boy, par contre, ils l'ont ressorti sur Switch et tu pouvais justement switcher la version années 80. Et quand tu appuyais sur un bouton et tu rebasculais de l'autre côté et tu avais la version de maintenant, mais vraiment super bien foutue. Mais du coup, tu pouvais choisir, tu avais les deux. Donc quand tu voulais jouer sur le côté nostalgique, tu reprenais la version en 8 bits. Et quand tu voulais switcher sur l'autre, tu avais la vraie version de maintenant, vraiment comme si c'était un jeu actuel qui était sorti maintenant. Mais du coup, on en revient à cette question-là, en fait. C'est revenons sur le comics. Revenons sur les comics, mais les deux raisons sont les mêmes, en fait. Les deux raisons sont les mêmes. C'est que il y a une façon de, même pour le comics, ça marche là-dessus. Il y a une façon d'appeler peut-être un nouveau public, comme il y a une façon, de toute façon, de ressortir et se faire des mannes en plus. Est-ce que toi, tu as des exemples de ça, du coup, Cédric Comics? Le meilleur exemple, c'est Watchmen, des rééditions. Alors, pas forcément augmentées. Il y en a une édition augmentée, annotée et compagnie. Mais oui, je saurais pas te dire si jamais c'est du foutage de gueule ou pas. Je sais pas. Tu vois, moi j'étais très content. Là, j'ai relu Next Wave que j'avais lu en 100% à l'époque. Là, je l'ai relu en deux. Après, moi, je peux pas trop parler parce que je les reçois. Enfin, je peux parler, hein, mais moi, je l'ai pas payé puisque je le reçois en SP, si tu veux. Donc, forcément, c'est plus facile pour moi de dire c'est cool parce que j'ai pas eu à mettre 35 balles dedans. Maintenant, qui me dit que si jamais j'avais eu à l'acheter, j'aurais peut-être gardé mes 100%. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il y en a certains qui veulent, qui veulent avoir des collections uniformes, mais il y en a certains qui ne connaissaient pas à l'époque, parce que les 100%, quand même, les rééditions, elles sont quand même assez espacées, surtout chez Panini. Je trouve que ils font pas des rééditions tous les 6 mois. Donc oui, je pense que attirer des nouveaux lecteurs, forcément. Et si les anciens, comme Watchmen, chez Urban, si les anciens sont assez bêtes ou compulsif comme moi, je dis ça parce que je les ai rachetés les derniers Watchmen alors que je l'ai en 36 éditions. C'est comme moi, t'as tendance à acheter 3-4 éditions différentes. Et c'est même pas ça, c'est que bon, je m'étais juré que je l'achèterais pas parce que ça va, Watchmen, j'ai l'Absolute de Panini, j'ai la VO, j'ai l'édition Urban là, qu'ils avaient fait pour les 5 ans d'Urban. J'ai le noir et blanc. Avec Rorschach en couverture, celle que tu parles. Exactement, c'est le beau volume. Je veux dire, bon, j'en ai assez des éditions de Watchmen, tu vois. Il me manque que la Zenda de l'époque, mais bon, je suis pas un fanatique, je suis pas un fétichiste non plus. Donc, mais là, putain, je les ai vus, ces petits fascicules. Là, c'est le seul comics à moins de 5 balles. 4,99, donc on va dire 5 balles. Mais au final, quand tu les cumules.
tu les cumules sur 12 numéros, ça te fait. Ça fait beaucoup plus cher, ça fait beaucoup plus Ouais, cher. Ça fait 60. Ça fait Après, 60. je me les suis pris aussi uniquement pour pouvoir les lire dans le métro, tu vois, parce que le format est quand même beaucoup Non, plus. moi je les ai pris parce que je kiffais, parce que je voulais, et puis parce que j'étais content qu'ils ressortent en Watchmen. Enfin voilà, mais ça c'est mon problème, ma frustration à moi, mon côté névrosé, si tu veux. Mais par contre, ce que je sais de sources sûres, puisque en interagissant avec tous les spectateurs de mon JT, c'est qu'il y en a plein qui l'ont découvert grâce à ça. Donc ceux que nous, les vieux, entre guillemets, puisqu'on est vieux ce soir, on pourrait appeler une tentative d'extorsion de fonds. Et en fait, non, c'est bien joué de la part d'Urban, ils ont tout à fait raison de le faire. Ça permet de faire découvrir, de surfer sur le buzz de Watchmen, la série, et de faire découvrir le truc, un des meilleurs comics qui soit, à des nouvelles personnes dans un nouveau format. Et si nous on est assez bêtes ou névrosés pour acheter, c'est pas leur problème. Donc c'est ce que je pense. Après voilà, pour le coup des Deluxe, bon, moi je suis contrairement à l'autre Cédric, j'aime bien les crayonnés, tous les bonus que je peux trouver, j'aime bien regarder. Mais il faudrait voir. Ouais. J'ai pas d'exemple précis de Panini qui réédite juste un truc avec juste une différence d'1 centimètre de taille. Généralement, c'est soit ça a été compilé comme les Next Wave, c'était pas sorti en un seul numéro, c'était sorti en 2. Donc soit c'est compilé, soit voilà. Mais après, si tu les as dans l'édition d'avant, faut pas hésiter à pas racheter. Hein. Mais il y en a certains, ils veulent des collections uniformes. Ça c'est le vrai problème. Ouais. C'est le problème de Panini en soi, parce qu'ils publient jamais dans les mêmes formats, quoi. C'est très compliqué d'avoir des collections uniformes, moi, chez Panini. Ils essayent de prendre en compte, tu sens qu'ils veulent s'améliorer, surtout en ce moment. Ils essayent de prendre en compte le truc quand ils avaient fait sur le Immortal Hulk, ils avaient fait des jaquettes. Exactement, ouais. Ils ont fait les jaquettes pour que la collection soit uniforme. Non, c'est sûr, voilà, c'est pas les meilleurs pour ça, mais on y viendra. Là, ils ont annoncé encore d'autres collections. Après, c'est vrai qu'ils rééditent pas mal des récits, mais je pense que c'est comme Watchmen. Là, ils vont encore rééditer des récits. Là, ils font des récits à bas prix. Je sais plus, je crois 22 €. Mais c'est encore, ça va être Civil War, ça va être World War Hulk, ça va être tous les récits que normalement, nous, après, les vieux, on a lu. C'est des trucs où des fois je me dis ouais c'est chiant, il y a un film qui sort, ils vont te ressortir tous les comics liés au personnage ou quoi là, au moment de la sortie du film, mais au final c'est des trucs qui sont pas si mal parce que moi ça m'a permis de lire des trucs que j'avais ratés à l'époque. Le fait d'avoir des rééditions comme ça peut te permettre de les découvrir au moment de la sortie du film. Bien sûr. C'est plutôt pas mal quoi. Bien sûr. Cédric, tu voulais dire un truc, Cédric Pereira. Oui, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un peu au cas par cas, mais rééditer un comics ou un film ou une édition collector ou pour un anniversaire, tout ça, ok, mais en condition bien évidemment que c'est pour apporter des nouvelles choses. Si c'est pour te ressortir la même chose avec une jaquette différente, je vois pas l'intérêt. Après, je pense qu'il y a aussi Mais si tu n'es pas la cible, tu vois ce que je veux dire, s'ils ressortent une jaquette différente et que c'est pas toi qui l'achètes, si tu l'as déjà, a priori, si tu as un truc une fois, ils ressortent, je veux dire, moi j'ai une C3, ça fait 10 ans, ils ont sorti plein de modèles après coup, mais je les ai pas achetés parce que j'en ai déjà une. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Ça dépend du rapport à l'objet, quoi. Ouais. Et aussi, mais je pense que pendant qu'ils sortent ce truc-là, ils sortent pas autre chose. Et je trouve que du coup, c'est un peu un manque d'originalité, un manque de créativité de ressortir les vieux trucs plutôt que de créer de nouvelles choses, quoi. Alors, créer des nouvelles choses, Panini fait très peu de créa originale. On parlait de Delcourt en fait plus. Après, j'ai bien peur qu'ils calculent qu'il y ait des prises de risque que nous, les fans, on puisse pas trop comprendre. Moi, j'ai quitté mon ancien emploi, là, je travaillais chez Snorgle Édition. On n'était pas trop d'accord sur la manière d'envisager le futur, mais moi, j'étais pas le boss. C'est le boss, c'est Eric qui avait les fonds et qui injectait des fonds. Et du coup, c'est lui qui avait quand même le dernier mot et qui avait le courage justement d'investir. C'était vachement bien. Je me permets juste chez Snorgle, Babytis, c'était un truc assez formidable. C'est on est sur la 2e ou 3e plus grosse toll de l'éditeur avec. Je les ai achetés, donc sache que c'est pas grâce à, c'est pas à cause de Thibaut. Il envisage de peut-être sortir puisque Babytis n'ira qu'en 20 chapitres. Donny Cates est en train d'écrire la fin. Il envisage peut-être suivant, si jamais ils lui font pas un braquage sur les droits, de sortir les 2 derniers d'un coup. Donc un numéro de 10 issues, donc un truc un peu bien. Non, voilà. Comment ?
Ah non, je parlais pas. C'est pas moi. Laisse ce micro tranquille, pose ce micro tout de suite. Je vais juste terminer, excusez-moi, juste sur l'édition, justement, quand mon patron, en ce moment, je vois qu'il sort, mon ancien patron, il sort que soit des blancs covers, soit des trucs qui sont déjà sortis, il refait beaucoup de franco-belge, il réédite Garoulfo, il réédite des trucs, je me dis putain. Mais c'est ça qui marche, donc c'est ça qui lui rapporte de l'argent, et ça, faut respecter ça aussi, si tu veux. Donc moi, ça me déçoit en tant que fan, parce que j'aurais tellement aimé avoir des nouvelles licences, évidemment avoir des trucs qui n'ont jamais été édités en VF, parce qu'on peut en trouver chez Panini des petites mini-séries qui n'ont jamais été éditées en VF, mais si c'est pour intéresser 200 personnes, ça vaut même pas le coup qu'ils commencent à y réfléchir. Donc c'est ça le vrai problème. Mais c'est après voilà, logique de fan, logique comptable, j'arrive un peu à comprendre les deux vraiment. Ok. Par contre, moi je voulais dire pour rebondir par rapport à ce que disait Henri tout à l'heure, au niveau des films quand ils les ressortent, moi je pense aussi, par exemple, je parle pour moi dans ce cas-là, du support, parce que tu vois, par exemple, quand j'étais gamin, j'avais les Goonies et Jaws en cassette vidéo. Quand il est ressorti en DVD, je l'ai acheté en DVD. Quand il est ressorti en Blu-ray, je l'ai acheté en Blu-ray. Et je sais très bien que si il viendrait à ressortir sur un truc encore mieux et que j'achèterais la platine, je sais pas quoi, je le rachèterais parce que c'est des trucs qui me tiennent à cœur. Je suis Après, voilà, pour le coup, c'est un évrod, entre l'objet, guillemets, quoi. Voilà, c'est c'est ça, le ouais, culte de voilà. ça. Après, ouais, ce bien sûr. que tu dis, vu que là tu parles d'édition VHS, DVD et tout, à chaque fois on augmente en qualité, Ça, voilà, aussi. voire parfois aussi en ratio d'image, parce qu'il y a eu pas mal de VHS où l'image était croppée. Hein. Quand tu as un format cinémascope qui finit en 4 tiers, cinémascope c'est un truc très allongé, 4 tiers c'est un format très carré. C'est limite quand vous passez d'un format YouTube à Instagram pour les jeunes qui nous écoutent. Ça change complètement ta vision du film aussi, donc c'est pas plus mal aussi d'avoir ce nouveau regard par rapport au film. On parle de plusieurs notions, en fait, on va revenir un petit peu sur les histoires de format, etc. Mais il y a une question qui est importante, en fait, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'édition, de réédition, de réinvention, de transformation, en fait, d'une œuvre à la base. Alors, il y en a certains qui vont peut-être trouver que la question, elle part vraiment sur un autre sujet, mais en fait, elle est importante, notamment quand on parle de Lucas, parce qu'on en parlait en introduction. Il y a aussi une problématique de l'appartenance de l'œuvre, en fait, théoriquement. Parce qu'en fait, une œuvre en elle-même, quand elle sort, est-ce qu'on considère qu'elle appartient définitivement et totalement uniquement à son créateur, ce qui lui donne constamment la possibilité d'en faire absolument ce qu'il veut, c'est-à-dire même redonner en fait la possibilité d'avoir accès aux anciennes versions ou non, donc en l'occurrence là on parle de Lucas, ou est-ce qu'à partir du moment où une œuvre elle sort, est-ce qu'elle appartient au public à laquelle elle est destinée? En l'occurrence, là on peut parler de ce qui s'est passé avec E.T., où quand E.T. est ressorti pour l'édition 20e anniversaire, exactement avec les doigts. Où Spielberg, je vais te laisser la parole, où Spielberg avait sorti l'édition remasterisée avec des plans qui étaient rajoutés, et même la poupée, la version qui était faite à la base par Carlo Rambaldi, pardon, qui était remplacée par un E.T. fait en image de synthèse. Et finalement, après, il a dit qu'il s'était laissé faire par George Lucas et que définitivement, en fait, il considérait qu'une œuvre, à partir du moment où elle était sortie, l'œuvre, elle était ce qu'elle était et qu'il n'avait pas à retoucher et enlever, par exemple, s'il devait y avoir un câble ou une perche qui apparaît dans l'écran, il devrait la laisser là parce que l'œuvre est comme celle-là et qu'il considérait qu'il avait bafoué en fait les souvenirs des gens au moment où ils l'ont découvert. Donc à partir de là, je repose la question, est-ce qu'on peut toucher ou non à une œuvre? Appartient-elle ou non enfin au créateur ou au public? Et est-ce qu'une œuvre se doit de rester donc par essence figée dans le temps et l'époque où elle a été créée? Et je te laisse la parole, Cédric, du coup. Alors, pardon. Quel Cédric? En fait, je te laisse. Alors, Cédric Pereira t'arrive juste après et Cédric Comy qui a fait le signe de E.T. pour prendre la parole. Je te laisse la parole. Oui, non, la réponse, elle est assez simple. Hein. Essaye de faire quelque chose de non licencié LucasArts et de le publier et de dire non, mais attendez, l'œuvre, elle m'appartient. Et tu verras très vite qu'elle ne t'appartient pas et qu'elle appartient qu'à LucasArts. Donc, je pense que le créateur fait un peu ce qu'il veut. Après, je pense qu'il n'anticipait pas le côté. Enfin, moi, je me souviens pas, j'y étais pas, mais j'ai vu des images de gens qui disaient voilà, Lucas a violé mon enfance.
parce qu'ils avaient retouché cette scène. Moi, je suis pas du tout un fan de Star Wars. Hein. Je les ai même pas vus d'ailleurs. J'ai vu que le 1, la nouvelle, le 1 et le 2, mais les nouveaux. Donc c'est pour ça que ça m'a pas donné trop envie de voir les autres. Mais un jour, je les verrai, mais il faut trouver du coup, je sais pas combien, 16 ou 20 heures devant nous, parce que je veux tous les enchaîner. Mais oui, donc ce coup du pistolet, Han Solo qui tire en premier, qui tire pas en premier. De là à parler de violer une enfance, je sais pas. Ils ont eu des oncles très gentils, donc j'imagine, tous ces enfants. Je sais pas, non, ça me paraît un peu exagéré. Alors en même temps, c'est très inoffensif, hein, ça va, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de donner leur opinion, mais est-ce qu'il fallait aller jusque-là? J'en sais rien. Mais regarde, par exemple, si toi, il y avait eu, si on parle vraiment, enfin... Oui, vas-y, dis-moi, parle-moi en comics. Spécifiquement, on va parler de comics. Imaginons que tu aies un comics genre les Strange, pour ceux qui ont connu les Strange, ou alors les Spidey, ou alors les Nova au moment où ils sont sortis. Imaginons que j'ai 40 ans alors que j'en ai 29. Non mais voilà. Non mais ça peut être des comics que tu as connu les Strange. J'ai des Nova chez moi. Imaginons que ce soit un comics en fait, ou alors même je vais te dire tout simplement, imaginons les Astérix. Les Astérix, si jamais tu les as connus, ou les petits Spirou qui sont. Attends. Tous ces BD là, ou même des comics qui sont sortis à cette époque-là et qui ont été par exemple avec une colorisation et un ancrage traditionnel. Imaginons qu'aujourd'hui, ils ressortent avec un ancrage et une colorisation totalement fantaisiste faite uniquement en numérique, donc qui a une patine totalement différente, et qu'on ne te laisse plus avoir accès aux comics tels que tu les as connus quand tu les as découverts, en sachant que tu ne les as pas nécessairement. Comment est-ce que tu réagirais dans ce cas-là, par rapport à ça? Sincèrement, je crois que je suis vraiment pas le fou furieux, moi. Je t'assure que je suis très modéré et je le prendrai avec. Non, je crois que ça me dérangerait pas tant que ça. Tiens, un très bon exemple, c'est la façon dont Hachette gérait juste avant qu'ils mettent un petit peu le verrou leur Picsou par Don Rosa et par tout le reste. Je veux dire. D'une année à l'autre, si tu achètes la même jeunesse de Picsou, hein, la meilleure édition, celle de 98 ou 96, je sais plus, d'une année à l'autre, si tu achètes celle de 2002, c'est recolorisé, mais je veux dire, avec un pinceau dans l'anus, tu fais mieux. Les planches... Il y a des artistes qui le font. Il y a des artistes qui le font réellement. Exactement. Les planches sont découpées, sont modifiées. Là, la volonté de l'artiste est bafouée, clairement. Donc là, moi, ça m'emmerde pour l'artiste et ça m'emmerde aussi ça m'emmerde qu'il y ait quelqu'un qui puisse découvrir cette œuvre et se dire bon. J'ai une petite question pour toi, du coup, vu que tu évoques Don Rosa et la jeunesse de Picsou. Est-ce que les versions sorties chez Glénat là en 12 volumes, c'est du coup des versions recolorisées ou alors c'était la version d'origine au niveau de la colo? J'en sais rien parce que ces versions, je m'en tiens loin. Elles sont trop petites et je trouve qu'elles ne rendent pas honneur à l'art de Don Rosa. Mais je pense que c'est la version la plus aboutie puisque c'est une version qui est corrigée par Don Rosa. Donc, ce qui est cool avec ces versions-là, c'est que à chaque fin d'épisode, elles sont annotées par Don Rosa lui-même. Mais et du coup, il te raconte le processus de création de chaque épisode. Moi, je les aime bien en tout cas. Tu as la version fantagraphique qui est pareil en VO, mais qui est plus grande. Je les ai pas là. Je te les montrerai une autre fois. Mais voilà, c'est bien plus grand et je trouve que Glénat a foiré de sortir ça sur un truc aussi petit. Mais ça, c'est que mon avis. Donc moi, dès que je peux retrouver cette édition de 98, je la rachète pour la faire découvrir à mes potes parce que quelqu'un qui la découvrirait sur l'édition de 2002, par exemple, pourrait se dire bon, la couleur est médiocre et ça pourrait peut-être affecter son ressenti par rapport à l'œuvre. Et ça m'emmerde un petit peu. Ouais. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, je suis vraiment pas un ayatollah. Donc si on m'empêchait d'avoir accès à qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tout ça, c'est pas générationnel? Et puis je te laisse dire, excuse-moi Florian, c'était peut-être ça que tu voulais poser comme question? Alors, là tu me fais rêver parce qu'il y a deux trucs qui m'ont fait mal à la tête depuis le début de l'émission parce que c'est deux trucs dont je voulais parler et que j'ai pas pu... Henri, c'est le whisky qui lui fait mal à la tête. Non, j'ai pas mal à la tête. Je suis bien. C'était plus le moment, mais... Donc la question de la nostalgie, de savoir... quelle pour nous va être la vraie version de l'œuvre? À chaque fois, la réponse est celle par laquelle on découvre soit l'univers, soit le personnage. Ouais. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue. Je prends souvent l'exemple de Batman, les darons
qui sont probablement tous morts maintenant, qui l'ont connu dans les premiers Detective Comics, vont faire, et qui ont peut-être vu la série des années 60 et qui ont fait mais c'est quoi ça? Puis ensuite les kids des années 70 qui ont après connu les autres versions, puis les kids des années 90. Je dis les kids parce que je suis ringard. Les années qui ont connu après avec Burton. Chacun, c'est sa version préférée. Moi, ma version préférée de Batman, c'est The Animated Series et les films de Burton. Et j'aime pas du tout la trilogie de Nolan, mais les kids qui ont découvert par Nolan. Ouais, mais c'est pas toujours en opposition, tu vois ce que je veux dire. Faut pas faire toujours de tout. Moi, je suis pareil que toi. Moi, j'ai découvert Batman avec. Mais... Bah si, du coup, parce qu'on a l'impression que vu que tu as découvert avec, vu que tu es né dans les années 90, comme moi, ou 80, moi, monsieur. 80, mais du coup, vu que tu as découvert, voilà, moi, j'ai découvert ça très tôt. Batman, c'était mon dessin animé. Il y avait rien, il y en avait pratiquement aucun autre. J'étais focalisé sur ça. J'avais 6 ans, je regardais ça. Et c'est vrai que la série animée reste un truc où je sens que ça nourrit, une espèce de Madeleine de Proust. Mais il n'empêche que ça m'a pas empêché d'aimer. Alors j'étais petit parce que j'avais 8-9 ans, mais du coup j'avais l'impression justement en y réfléchissant a posteriori que j'ai vécu mon Batman de 66 à moi en voyant ce Batman et Robin de Schumacher, je sais jamais comment il faut le dire. Schumacher. Donc c'était Schumacher, donc voilà, c'était ces deux Batman, c'était complètement guignolesque, mais à l'époque il m'avait plu. Mais pareil, on a des fans de Batman et Robin, t'inquiète pas. Moi j'ai adoré. Hein. Les Burton aussi, chacun a sa version, chacun a son délire, et je pense que c'est très important de voir, par exemple s'il n'y avait pas eu la série 1966 de Batman, Batman ne serait pas au top à l'heure actuelle. Batman était en déperdition. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut. Je suis tout à fait d'accord. Il y a jamais une question d'opposition, c'est toujours une question d'évolution, de ne pas oublier d'où ça vient pour voir pourquoi c'est comme ça maintenant et de comprendre où ça va. Mais après, c'est juste souvent la question de à quel moment tu montes dans le train, quoi. Et c'est souvent à ce moment-là que ça va devenir ton wagon, je sais jamais comment dire pour pas avoir l'air d'un nordiste que je suis. Wagon. Non, mais je suis sûr que, excusez-moi, mais je suis sûr que si tu réfléchis peut-être à des trucs dans les jeux, de partout, je suis sûr que tu pourras peut-être trouver des exemples où tu as découvert une œuvre avec, même une œuvre que tu aimes beaucoup avec une version, et peut-être qu'il est ressorti une autre version, et ben tu la kiffes 2 fois plus. Mais après, vas-y, je vais juste être un peu plus puriste à l'époque, et quand j'étais plus jeune, avoir des avis beaucoup plus tranchés et avoir des vérités entre guillemets. Et en vieillissant, j'arrive à être plus du coup pragmatique et dire bah oui, il n'y a pas de raison, chacun aime ce qu'il veut, chacun a son expérience propre par rapport à une franchise ou par rapport à un groupe de musique, et il n'y a pas de mauvaise façon musique ou partout d'appréhender un objet culturel de toute façon, à part Mein Kampf peut-être. Non, moi ça reste la version de 1946 ma préférée. Non, mais en noir et blanc. Si ce n'est que là en fait moi je vois quand même vraiment deux choses différentes, parce que là vous parlez tu parlais Florian par exemple des Batman, que ce soit la version d'origine ou après la version de la série des années 60 ou la version Miller ou la version des années 70 ou la version Burton Animated et ainsi de suite, on a toujours affaire à une réinvention et à une réinterprétation du personnage, notamment en fait avec Animated Series où pour le coup ils ont vraiment même réinventé un décorum total, ils ont réinventé les personnages, ils en ont inventé des nouveaux. Même Burton à la limite tu vois avec ça, même si ça s'inspirait du Dark Knight de Miller qui est encore une version différente. Mais là on parle également aussi de la différence entre ça où on parle vraiment de réinvention et on parle du fait de uniquement continuer à perpétuer une seule et même version, juste en la rendant juste un petit peu soi-disant plus belle et en la faisant rentrer en fait dans des codes artistiques et dans des codes graphiques du moment où en fait où ça ressort. Par exemple, pour parler des Final Fantasy tout à l'heure, tu as la version d'origine, tu as la version remasterisée qui est sortie sur PS3 et tu as la version maintenant aujourd'hui où là par contre on a affaire à une véritable réinvention du jeu. Là, le problème, en fait, quand on parle, par exemple, de Lucas, est-ce qu'on peut lui donner une légitimité ou non? Quand tu parlais, par exemple, Cédric, tout à l'heure, tu vois, d'Ayatollah par rapport à ça. Est-ce que réinventer, donc, en offrant une nouvelle version et en offrant, mais en fait, en retaillant et remodifiant toujours le même matériau de base pour lui donner une autre signification, est-ce que c'est pas problématique?
Parce que là, quand on parle par exemple de Batman et quand on parle par exemple du Batman de Bruce Timm et Paul Dini, ils ont réinventé une mythologie tout en s'inspirant de la mythologie déjà mise en place à la base par Bob Kane et l'autre créateur, j'ai oublié son nom. Bill Finger. Par exemple, quand on veut parler. Quand on parle par exemple de Lucas, en fait, lui remodifie toujours et sans cesse sa même œuvre pour lui donner constamment en fait un sens totalement différent. Donc pour moi en fait, je fais vraiment cette différenciation là entre les deux. Et pour moi en fait là la nuance est importante en fait. Alors vas-y, il y a Cédric qui voulait prendre la parole et après je rebondirai. Ouais, ça marche. Ouais, moi je pense que de toute façon, par rapport à ça, quand tu vois qu'en général, tous les reboots ou les remakes de films qui ont lieu ces dernières années par rapport aux originaux, c'est toujours un tollé, ou alors les suites à rallonge, genre Jurassic World pour Jurassic Park, tu vois bien l'effet que ça procure chez les gens. Tout le monde dit c'est de la merde, comme là quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un remake de Gremlins, les gens hurlent au scandale avant même qu'il soit arrivé. Donc tu auras toujours des gens. Et voilà, en même temps. Tu auras toujours des gens qui voudront pas qu'on touche au matériel de base parce que c'est culte, c'est sacré, et des gens qui vont redécouvrir ça par rapport à... Comme là, mon filleul, je te prends l'exemple, il a découvert Jumanji avec The Rock. Voilà, pour lui, Jumanji, c'est The Rock. Alors que moi, c'est Robin Williams. Donc, tu vois, c'est deux générations différentes. C'est longtemps qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Voilà, c'est. Il est en vacances. Il est à la ferme. En paix. Si ce n'est que dans le cas des Jumanji, tout en se réinspirant, pour le coup, il y a vraiment une différence, mais une différence que je vois réelle, entre le film avec The Rock et le film avec Robin Williams. Ils se sont réappropriés. C'est la différence entre quelqu'un qui reprend une œuvre et se la réapproprie complètement, genre le Mad Max Fury Road, excuse-moi, les gens ont crié, il y en a qui ont crié au chef-d'œuvre et d'autres qui ont crié au scandale. Dont moi. Ça c'est la vie. Voilà, c'est ça. Ouais, si ce n'est que là, c'est encore sur une problématique différente parce que finalement là le film est réorchestré mais par la même personne, c'est le même réel, tu vois, George Miller pour le coup. Particulier quoi, encore plus. Ouais. Cédric. Alors, pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure et pour rebondir sur ce que disait Cédric aussi, bon, déjà, je pense que la nostalgie, ça va être le plus grand ennemi de la culture populaire dans les années à venir. Très clairement, et c'est déjà peut-être notre plus grand ennemi. Ouais. Et si les gens gueulent, peut-être, il y a plusieurs factions. Il y a ceux qui gueulent parce qu'ils veulent pas qu'on touche à leur doudou, leur truc. Et il y en a qui gueulent aussi, et ça a pu m'arriver, parce que ça fait tellement du bien, par exemple, prendre un seul exemple, de voir un John Wick arriver dans le paysage des héros d'action. Un John Wick arrive entre le Die Hard 18 et le Fast and Furious mes couilles autour de l'anneau de Saturne en orbite. Ça fait tellement du bien de voir du sang neuf qui vient évidemment s'inspirer de plein de héros qu'on a bien sûr auparavant, mais ça c'est la culture populaire, elle se digère, elle s'inspire toujours. Excuse-moi, juste pour te dire par rapport à ça, Matrix, tu vois, qui était déjà à l'époque, Matrix c'est un peu le même cas, bon, toute proportion gardée par rapport à John Wick, Matrix c'était déjà en fait une digestion de plein d'influences qui en a fait quelque chose d'autre. John Wick, comme tu viens de le dire, c'est inspiré de plein de trucs et ça donne quelque chose d'autre. Ouais, et puis surtout, voilà, ils ont réussi à créer une mythologie. Voilà, de toute façon, il n'y a pas 36 façons de raconter des histoires. Je crois que, en réalité, je crois qu'on ne peut raconter que une trentaine d'histoires en tout. Il y a 30 schémas d'histoire et pas plus. Donc on ne pourra jamais dépasser ça. Mais c'est la façon de la raconter qui compte. Pour en revenir à ce que tu disais sur l'œuvre, l'intention et tout ça, par exemple, moi j'ai découvert, et c'est pour rebondir aussi sur ce que disait Florian, j'ai découvert Calvin et Hobbes avec les strips, les albums cartonnés de chez, je crois que c'est Vent d'Ouest ou je sais plus. Non, c'est pas Vent d'Ouest. C'est, je sais plus exactement qui faisait ça, mais c'est à l'époque, voilà. Non, les formats souples, mais pas petits, hein, format BD franco-belge classique. Eh ben, depuis que je sais que Bill Watterson a tout verrouillé, qu'il veut qu'on présente ses strips, parce que les journaux, hein, vous savez comment ça fonctionnait à l'époque, hein, c'est-à-dire que lui, en fait, il était contacté par des syndicats de journaux. Alors, c'est pas la CGT, c'est pas le truc, hein, mais c'est vraiment des groupements de journaux donc qui se revendaient les dessins dans le monde entier.
Sauf qu'ils prenaient des libertés énormes parce que putain, ça les faisait chier qu'ils fassent ces lancements avec 5 cases et tout. Ils disaient, bon, allez, cette case, on peut la mettre là, on va raccourcir. Ils découpaient ses propres dessins. Là, il y a une vraie trahison de l'artiste. Quand tu te permets de découper, de recoloriser quelque chose sans l'accord de l'artiste ou au moins des ayants droit, là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les gens, ils vont découvrir une œuvre qui n'est pas celle que l'artiste avait voulu. C'est comme quand tu es abonné à une page Facebook qui s'appelle Idée Cadeau et que d'un coup, elle se transforme en Mein Kampf, Légion 88. Je dis, mais c'est bizarre. C'est vraiment pas une bonne idée cadeau, ça, par contre. C'est bizarre. Pas ouf. Là, c'est à vos c'est proches, assez ni à chelou. personne. Donc là, il y a une vraie trahison. Maintenant, la version que j'aime, c'est celle que j'ai, c'est la version format italienne, le coffret ultime, que Bill Watterson a approuvé, de la même façon que la version de la jeunesse de Picsou qu'il faut lire. Pour moi, c'est celle que Don Rosa veut qu'on lise. Après, je ne sais pas, je connais pas bien Star Wars, les problématiques, je sais pas pourquoi Lucas, il veut plus qu'on voit l'ancienne. Est-ce que c'est monétaire? Est-ce que vraiment il veut pas? Est-ce que c'est un réalisateur? Il est assez con, hein, je pense, hein, pour le coup. En Non, même mais temps, c'est à vraiment. lui, tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est à lui. Ouais, Regarde, non, toi, non, tu es un artiste. Tu es un peu artiste, Flo. Hein, moi? Ouais. Oui. Ah, c'est qui Ah, je sais parlait? pas. C'est qui C'était ah, c'est moi, Thibaut, mais c'était vas-y, Thibaut. c'est pas grave. J'aime bien foutre Flo dans la merde, en fait. Donc vas-y. Imagine Thibaut, imagine, tu fais une œuvre, admettons, tu fais une œuvre, tu n'en es pas content. Mais genre, c'est ton œuvre, c'est ton nom, c'est ton truc, tu n'en es pas content. Comment ça fonctionne? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Après, est-ce que tout dépend de la portée qu'a eu ton œuvre, en fait. Hein. Ouais. Ah ben non, Ouais, non, je suis pas d'accord. Ah, quand Je même. suis pas d'accord. Avec Cédric. Je suis pas d'accord. Même si le mec a fait une entrée, il a envie que son film, d'un coup, il en est plus content. Ou imagine, tu découvres le coup des perches, c'est super intéressant. Nous, chez Snorgle, on a eu du mal à sortir un bouquin sans coquille, par exemple. Il y avait toujours une merde qu'on laissait passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse ou pas? Les coquilles. Ouais. Ah ouais? C'est-à-dire que À part pour les œufs, tu peux les laisser. Bah, je mangerai jamais d'omelette chez toi. Hein. non, mais voyez le délire. C'est-à-dire qu'une coquille, on pourrait se dire, c'est pas grave. En fait, bon, je suis d'accord pour ce qui est coquille, mais en fait, pour le coup de Lucas, ça change quand même, enfin, sur pas mal de plans, ça change quand même le sens de son œuvre, en fait. L'interprétation du personnage d'Han Solo, si j'ai bien compris. Hein, Il n'y a pas que ça, hein, mais il y a plein de moments où ça va vraiment changer le sens d'une scène. Quand tu prends Enfin, bon, je veux parler à ceux qui ont vu les deux versions du Retour du Jedi. Quand tu prends la scène où tu as d'un côté le chant, on va dire, plus traditionnel et le côté plus groovy, années 2000, avec la meuf en bleu qui vient te hurler à la gueule, ça change quand même. C'est dans le 5e élément, ça, c'est la diva, ça. On est post le 5e élément à ce moment-là. En fait, je pense surtout que la grosse problématique, et c'est peut-être une façon de conclure, j'en sais rien, je pense que vous avez encore des choses à dire. En fait, je pense surtout que la problématique vient du fait de est-ce que tu laisses la. À partir du moment où tu modifies une œuvre, est-ce que tu te dois ou non de laisser accès aux anciennes versions en fait de cette œuvre? Parce qu'en fait, ce qui pose encore une fois problème avec Lucas, c'est que lui, en fait, à chaque fois, il ne laisse pas la possibilité d'avoir accès aux anciennes œuvres. À moins d'acheter les anciennes éditions. Sauf dans le comic, si jamais quelqu'un sent. Moi, je suis pour vraiment que l'artiste soit. Je vais aller vite, hein, promis. Je suis pour que l'artiste se sente à l'aise avec ce qu'il produit. On sait que les comics, c'est un travail qui est beaucoup plus dur que ce que les gens croient, parce que ça a l'air d'être juste du dessin comme ça, mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est souvent un travail solitaire, un travail où tu n'as pas le temps, avec les deadlines, d'aller à 100% de ce que tu veux. Généralement, moi, la plupart des artistes, ils ont la règle des 70%. Quand tu arrives à 70% de satisfaction sur ta planche, tu passes à l'autre. Voilà. Donc, moi, je suis pour, si quelqu'un un jour arrive à trouver un moyen d'interdire, bon, c'est un peu fort le mot, certes, hein, mais de plus qu'on voit un dessin qu'il veut plus qu'on voit, parce que c'est son nom sur le dessin, si c'est foiré sur une jambe, sur une perspective ou quoi, s'il y a moyen de le remplacer, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je serais pour. Et pas forcément pour avoir accès du coup à l'ancienne version, parce que c'est dommage. Mais est-ce que c'est accessible dans ce cas-là, cette notion-là, à tous les médias? C'est aussi ça. Parce que le comic, je pense que c'est impossible. Bah voilà. Est-ce qu'on peut comparer dans ce cas-là, parce que ça va être la question finale, mais enfin, à moins qu'on peut plus faire la question finale, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une notion et donc une décision équivalente quand il s'agit de musique, quand il s'agit de cinéma, quand il s'agit de comics? Tu vois, c'est pour le coup le dessin. Je pense pas. Voilà. Je pense pas que c'est équivalent. On pourrait parler du noir et blanc, l'exemple du noir et blanc, les films. Exactement. On pourrait dire ça va, c'est rien de les recoloriser, le noir et blanc, mais il y a des réalisateurs qui jouent avec le noir et blanc comme pas deux. Regarde Peter Jackson.
Regarde Peter Jackson, il n'y a pas très longtemps, qui a sorti un documentaire dont j'ai oublié le nom, documentaire qui était en fait sur des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a recolorisé. Là, on n'est pas sur une image de cinéma, mais du coup, en fait, à partir du moment où on considère le moment où en fait les œuvres ont été prises, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, est-ce que en fait une œuvre, quelle qu'elle soit, même une photo, doit rester strictement en fait dans les mêmes codes qu'au moment où elle a été prise, donc au moment où elle a été faite, ou est-ce qu'elle a le droit d'évoluer en fait? Donc, chose qui pourrait être réadaptée, donc comme on parlait tout à l'heure au niveau du jeu vidéo, ou comme on parlait de décolorisation de Killing Joke, etc., etc., ou alors même au niveau de la musique. Est-ce qu'une œuvre a le droit également d'évoluer sur un point de vue Est-ce que l'œuvre peut être et tout ça Pokémon? C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Pose des questions en des termes que je comprenne, simple, d'accord. Oui, après, dans le cas d'une photo, dans le cas d'images d'archives, tout l'intérêt, ça va justement être l'effet de comparaison et l'effet de waouh, de voir, voilà, comme là, ils ont recolorisé des images du vieux Paris. Mais tout le délire, c'est qu'on arrive, qu'on compare justement. Après, voilà, c'est peut-être interdire l'accès à l'œuvre, à la V1, si tu veux, qui est peut-être plus brutale et qui peut peut-être vexer des fans, surtout, et là je comprends ce que tu disais sur la portée de l'œuvre. Mais j'ai pas vraiment de réponse. Ouais, moi je suis pour avoir accès à tout, c'est vrai, je suis pour faire un Wikileaks, un WikiLeaks. Un WikiLeaks. Tu voulais dire un truc, Flo? Cédric, sinon, tu avais l'air. Cédric, pardon, excuse-moi. Ouais, je pense que au pire, on peut laisser le choix aux spectateurs, enfin aux clients de choisir. Je pense que les vieilles éditions, il y a toujours moyen de les trouver pour les collectionneurs. Après, on propose les deux. Les gens prennent ce qui leur plaît. Par contre, moi, je vais dire, par exemple, il y a un truc qui m'a bien agacé. C'est quand je me suis racheté l'intégrale en Blu-ray de Star Wars, quand j'ai voulu regarder le retour du Jedi et qu'à la fin, j'ai vu Hayden Christensen dans la scène finale en fantôme. Là, j'avais un peu la haine parce que pour moi, non, merci. Moi, dans mon truc original à moi, c'était pas lui. Ouais, c'était l'acteur d'origine. Ils ont mis l'acteur d'origine et ils ont mis la gueule de l'acteur que j'ai vu moi, donc de la. Voilà, c'est ça. Le petit qui se bat. Voilà, c'est ça. Et toi, Anthony, là, il y a un vrai problème. Toi, mais ça, Anthony, c'est pour les nouveaux spectateurs. Que ça, c'est pour c'est lycée. ça. En fait, ce que tu dis, Cédric, c'est intéressant. C'est que tant qu'on laisse le choix, c'est cool. Mais le problème, c'est que tu dis, ouais, il y a toujours les anciennes versions, mais à quel prix également? Parce qu'en fait, quand c'est plus édité et que tu dois le choper sur eBay à un prix prohibitif, c'est chiant quand même, quoi. Donc, si tu es pauvre, c'est ton problème. Hein. Et encore, les gens qui cherchaient, c'est les collectionneurs. Je veux dire, les gens qui s'y connaissent pas plus que ça, ils vont forcément prendre la nouvelle version sans se poser la question s'il y en a une autre avant. À part toi qui es puriste, ou moi, ou les commis, ou les gens vraiment qui aiment avoir l'objet en main et avoir le truc original, oui, ils vont peut-être chercher à avoir. D'ailleurs, je cherche toujours une précédente, tu vois. Rien à voir, enfin, si, un peu avec le sujet. Mais moi, en fait, je suis très fan de Gremlins 2. Et vous allez peut-être m'aider. C'est pas prononcer le nom, quoi. Gremlins. Très fan. Moi j'aime bien aussi. Je suis du Nord, désolé. Je suis du Nord-Pas-de-Calais, désolé. En fait, moi, quand j'ai découvert le film étant gamin, j'avais, vous savez, il y a la scène de détournement des Gremlins. Toujours pas le bon nom, mais mais je vais le faire exprès, en fait. Tu le sais très bien. Les Gremlins. Les Gremlins. Les Gremlins Eastwood. Vas-y, continue. En fait, il y a un moment, les Gremlins détournent une scène du film. Dans le générique aussi. Vous avez la version VHS et la version cinéma. Exactement. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Oui, et en fait, sur les versions DVD, ce qu'on a, c'est les versions cinéma, alors que moi j'aurais préféré les versions VHS du détournement, parce que ça me faisait vachement plus marrer, enfin surtout que j'ai découvert le film comme ça. Est-ce que vous savez s'il y a des versions Blu-ray ou DVD qui existent avec cette scène, avec la version VHS détournée, en fait, si vous voyez ce que je l'ai. À mon avis, c'est marionnette. c'est toujours les bootlegs, à mon avis. Il n'y a que comme ça que tu réussiras à trouver ça, en fait. En fait, à part trouver la scène sur YouTube, c'est assez difficile, en fait. Ouais. Il y a des films comme ça, hein, par exemple Scream. Moi, je sais que mon frère, l'ayant vu au cinéma, m'avait toujours raconté que dans la séquence d'ouverture, t'avais un plan sur le mec qui était attaché sur le patio, et en fait, il y avait vraiment un plan où tu voyais ses boyaux tomber de son bide. Au cinéma, oui. Et en fait, dans la version qui depuis en fait est diffusée, celle que tu as sur Netflix, si je me trompe pas, et la version DVD, ce plan n'a jamais été disponible. Et je me suis demandé à chaque fois si mon frère en avait pas à rajouter, tu sais, sur la découverte. Il y a les clips à l'air. C'est ça, j'avais réussi à retrouver en fait le plan sur YouTube.
Et effectivement, ce plan-là était effectivement présent. Et la version de temps en temps, ça arrive pour les films, les versions qui sortent en cinéma. Là, par contre. Là, on parle de censure. Oui, là, on parle de censure. C'est vrai que ça un autre type de modification. Tout à fait. Parce que une recolorisation n'est pas une censure de la première couleur. Si on voulait parler de censure avec Batman, et je m'excuse, je sais que je remets une pièce dans la machine, mais on pourrait parler du Batsboob, le Bat-Zizi, le Batman. De Dame. Et là, justement, là, ça dit beaucoup sur l'éditeur et les décisions éditoriales, plus que sur l'œuvre originale. Enfin, tu vois, là, ça pose d'autres vraies questions, et là, par contre, je suis totalement contre. Ce qu'on va faire, une première chose que je vais faire, c'est que, effectivement, je pense que le débat c'est déjà bien mis. Là, la question de la censure, je propose qu'on en reparle une prochaine fois, parce que c'est un sujet qui est vraiment intéressant pour le coup aussi, et qui est large. Donc, en fait, je vais juste demander à Anthony, parce que lui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu, si lui a pas un truc à rajouter. Et après, on va passer à la dernière partie de l'émission, et là, je redonnerai la parole à Thibaut, si ça vous va à tous. Oui. Ok. Oui. Tony ? Moi, je voulais rebondir sur un truc, mais alors, merci Anthony. On va passer à la dernière c'est en toi, le tigre est en toi. C'est sa blague préférée, quoi. À chaque fois. Quoi. Non, mais en fait, c'est pas je veux pas remettre une pièce dans la machine non plus, mais tout à l'heure, tu parlais de l'impossibilité de sortir un comic sans faire de coquilles dedans. Et moi, je trouve ça justement... Moi, je suis relecteur et je te propose mes services. Mais d'accord. Mais juste le truc, c'est de. Enfin, pour moi, une œuvre ne peut pas être parfaite. Dans chacun de vos films préférés, je suis sûr que si vous fouillez, il y a des faux raccords, il y a des faux plans, il y a des trucs. Là, ça fait partie de. Sur 36 bulles, on n'arrive pas à ne pas faire un faute d'accord. Il y a des chansons avec des bruits de batterie qui grincent, par exemple. Et tu vois, voilà, il y a des chansons pareilles. Enfin, moi, je veux reprendre un truc pour citer le grand Dave Grohl que tu détestes, Florian. Voilà. Panina. Voilà. Justement, avec l'accès maintenant aux nouveaux outils informatiques, notamment dans le monde de la musique, on crée de la musique qui est mathématiquement parfaite, avec des accords placés pile dans le temps, etc. Alors que lui juge au contraire que c'est l'imperfection qui fait la beauté de l'art. Qui fait surtout le sens organique. Exactement. Surtout l'aspect organique de la musique, c'est surtout ça en fait. Voilà, et qui humanise complètement ton jeu, et de te dire qu'aujourd'hui, pour moi, ça se répercute dans chaque art, parce que au cinéma, ça peut être un faux raccord, ça peut être une perche dans le plan, ça peut être n'importe quoi. Ben c'est pas grave. Enfin, pour moi, ça fait partie d'un tout. Chaque média de ce type-là marque un moment de son époque, et le marque avec ou sans ses défauts. Ouais, mais en fait, T'as comment il coupe lui? Ouais, vas-y dis. Par exemple, une perche dans le plan ou quoi, si tu la supprimes en fait dans une nouvelle version, ça te change pas le sens de l'œuvre en fait, tu vois. Pour moi, ce qui est problématique, c'est quand tu changes le sens en fait. Et je pense surtout que la grande différence, et là ça va rejoindre un petit peu ce que Cédric Comy en fait disait juste avant. Je pense que c'est une règle en fait qui n'est pas applicable à tous les médias, tout simplement parce qu'en fait le film c'est quelque chose qui défile devant toi, ce qui fait que même une perche en fait il faut vraiment que tu revoies le film pour d'un seul coup découvrir ce truc-là. Une case de BD ou même une musique, la façon dont elle est avancée, mais surtout une case de BD. Tu es en train de la lire et c'est toi en fait qui lis à ton rythme, on ne t'impose pas un rythme de lecture. Ce qui fait qu'effectivement, si tu as un problème de traduction, si tu as une grosse faute d'orthographe dans les bulles et dans les textes, si tu as vraiment un truc très très mal fait au niveau des proportions, ça va se voir et là tu vas te rendre compte en fait qu'il y a un véritable problème dans la production. Alors est-ce que c'est ça qui va empêcher dans le cadre, ça pourrait aussi te sortir de l'œuvre si jamais tu n'as pas grand-chose dans ta vie et que tu es outré facilement, ça pourrait te dire attends, je sors du cinéma, je m'en vais, mais je suis d'accord avec toi. Si ce n'est que c'est figé sans être figé en fait, tu vois. Surtout qu'en plus une perche, par exemple dans Matrix, on en a souvent parlé. Matrix fait partie des films dans lesquels il y a le plus de détails comme ça. Tu vois, les dents de la mer aussi. L'équipe technique qui se voit, par exemple, si vous avez jamais vu, si vous êtes fan de vampires, vous avez dit vampires. Dans la séquence où on a Evil Ed qui se retransforme en loup, quand on regarde bien, en fait, tu vois que l'acteur met son bras derrière lui. Par rapport à la transformation en fait loup-garou, etc. Si tu regardes bien, ça se voit très très clairement. Sauf que ça, ces détails, il faut vraiment les revoir et revoir pour s'en rendre compte. Parce que si tu le vois dans la lecture donc qui t'est imposée par le fait que ce soit un film que tu es en train de regarder, tu ne le vois pas. Alors que quand tu lis une BD,
je pense que pour le coup, tu peux 10 fois plus capter si tu t'es foiré. En fait, S'il y a une perche en BD, tu le vois tout de suite. Exactement. Sur Batman, ils l'ont vu de suite, la perche de Batman. Ils l'ont vu. Sa grosse perche. Je trouve que c'est une très très bonne façon de finir ce débat. Ouais, je suis désolé en fait, à un moment donné, il y aura des notions. Pas du tout désolé, on le sait, mais vas-y. Il paraît, de toute façon, on m'appelait Mussan Henry apparemment à un moment donné quand je faisais de la musique avec Anthony, donc fuck. Et Thibaut, je vais te donner la parole une dernière fois parce qu'apparemment tu as un jeu à nous proposer. Bah lui, il a le droit, tiens. Ouais, j'ai tous les droits, mec. J'espère que c'est un jeu où on chante. Eh ben, pas du tout. Ça s'appelle Chloroquine. Chloroquine Squat, ça va trouver des formules de rap. Qui aura la pilule. On gagne un vaccin, c'est ça? Sotopaf et chloroquine. Pour ceux qui ont la référence. Je vois qu'Anthony a la référence. Allez, je t'en prie, Thibaut. En fait, il y a un jeu auquel on joue avec Henri et Anthony, ce qui fait qu'on mixe deux titres de films et en fait, il faut le faire deviner en décrivant les deux films en même temps. Je sais pas si je vais vous donner un exemple. Ah oui, je le fais avec des chansons des fois. C'est super compliqué, ça va, vas-y. Par exemple, Anthony et Henri, je vous prie de moins participer sur les premiers parce qu'on les a fait ensemble. Après, il y en a des inédits. Mais par exemple, si je vous dis, c'est un robot qui vient du futur et qui doit tuer 4 tortues ninja. Terminator. Tortue Ninja. Voilà. C'est hyper facile. Parfait. Un point pour la France. Bravo. On doit dire les deux en fait. Oui. C'est ça, en fait, le but, c'est de trouver les deux titres de films mixés. Je vais en rappeler. rappeler. Les films qui baisent ensemble. Une règle importante, c'est que le mix doit comporter un jeu de mots, sinon ça n'a pas de sens. Oui. Il faut qu'il y ait un jeu de mots entre les deux titres. Je vais rappeler un deuxième exemple et après je laisserai uniquement la parole à Thibaut parce qu'il n'y a que lui qui a préparé cette chronique-là. C'est Sarah Michel Gellar qui arrive au Japon et qui se retrouve dans une maison avec un fantôme. Le problème, c'est que ce fantôme n'arrête pas de... Non mais attendez que les deux films soient finis. Et le fantôme n'arrête pas de dire « La loi, c'est moi !» C'est Grudge Dredd. Voilà. Voilà, parfaitement compris. The Grudge Sarah Dredd. Michel Gellar, elle a fait autre chose que Buffy. Bah ouais. Elle a fait, The Grudge. Elle a fait Scooby-Doo. Oh, bah. Elle a fait une que série Buffy, avec alors. Robin Williams également. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Bah, il est à la fin, je crois. Je l'ai vu en photo en vacances avec Chirac la semaine dernière. C'est mal. Allez, vas-y Thibaut, c'est parti. C'est mal, mais lui, il aura plus jamais mal. Je rappelle, attendez que les deux films soient finis. Mais on fait quoi? On enlève la main ou quoi? Parce que Attendez la fin de la description, en fait. Comment faire ça. je vais... Ça marche, ça, ou pas? Les chiffres sont une invention de l'homme, donc ça sert à rien. C'est pour se rassurer qu'ils font ça. Les chiffres et aussi les insultes avec les mains, bien sûr. Vous êtes prêts? Ouais. Toujours. I was born ready for this. Are you ready for this? Alors c'est une... Ok. C'est une meuf qui cherche à se venger d'un mec qui a tué tout le monde à son mariage et le gars qui a commandé ça est un petit garçon qui apprend la danse mais qui Kill Billy Elliot. C'était trop vite. C'était beaucoup trop vite. Dis-nous trop vif. Pas mal. Dis-nous quand Anthony et moi on a le droit de reparticiper, hein, Thibaut. Ouais, j'avoue que les 10 mais moi je croyais que c'était chacun notre tour en fait. Ah, non. T'as cru qu'on était potes et qu'on allait se respecter ou quoi? Il s'appelle Thibaut, pas Julien Lepers. Hein. Thibaut Lepers. Donc Thibaut, tu nous dis quand tu veux qu'on redémarre ou pas. J'avoue que les 10 premiers, c'est quand même des trucs que j'ai récupérés. Ok, bon, quand Anthony et moi, on doit fermer notre gueule pour le moment. Ça marche. Allez-y. Je lirai quand c'est des nouveaux. Alors, c'est l'histoire de Wayne Campbell qui organise un festival de rock sur 2 tours qui s'effondre en plein Manhattan. World Trade Center. World Trade Center. Mais il faut attendez, c'est quoi deux autocollants à la fin. C'est quoi? C'est Wayne's World. World Trade Center. Le premier film, c'est quoi? C'est Wayne's World. Wayne's World, je connais pas. Oh. Je vous déçois. Non, pas du tout. Là, j'ai déçu tout le monde. Mais tu sais, c'est un puriste, hein, Thibaut. Il est désagréable avec tout le monde. Absolument pas, en plus. Juste d'avoir une odeur. Très fort. Allez, balance les jeux, là. La barbe, hein, ça, c'est... J'ai le démon, là, qui est en train de chauffer. Là. Damien. Donc on passe au suivant. C'est l'histoire de plusieurs gangsters qui sont à la quête d'une mallette qui contient un rêve ou une toupie. Enfin, je sais plus trop en fait. Pulp Fiction. Waouh. Réservoir. Non, Florian avait bon.
C'est Pulp Fiction. Pulp Inception. Ça, c'est la session orthophoniste, celle-là. C'est fini, Cédric. Hein. Mais je sais. C'était quoi la réponse finalement alors? Pulp Fiction. Alors, j'ai très peu Non dormi. mais oui. Pulp bon. Inception. Pulp Inception. Ok. Putain, tu avais aussi la version, c'est une équipe de gangsters qui font face à un type qui leur hurle de se taire. Pulp Finkelkraut. Je me sens sale. Celle-là, elle est. Il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Je me sens poisseux. d'un coup. Est-ce que le film Finkelkraut existe? Alors, C'est de la j'ai merde des exclus, il va bientôt être tourné. Non, non, il Les existe esprits évidemment. malades, il existe. Il se jette dans le canal à la fin. Et Je ça crois. sera Robin Williams qui incarnera le philosophe. Voilà. Voilà. Alors moi j'ai vu un peu le maquillage qu'il va avoir, croyez-moi. On va se régaler. Le quatrième va vous surprendre. La quatrième va vous étonner. Allez, Thibaut, continue. Allez, c'est parti. Alors, c'est un renard qui devient pote avec un boxeur. Roxy Rocky. Rock c'est Rookie. C'est Rocky. Rock, c'est Rocky. C'est Rocky. J'espère celui qu'il des sera sur comics Disney+, qu'il avait. celui-là. Ah, mais en même temps, j'ai envie de voir le film. Hein, moi, que personnellement, ça me tente vachement. Le Fantastic Mr. Fox. Je suis en train de réhésiter tous les films que je connais. Les Tuches 2. Je suis chaud, allez. Bon, allez, le suivant. Alors, c'est Cécile de Le nom de la France. rose. Ah, pardon. Bon, le suivant, c'est Cécile de France qui est poursuivie par un serial killer alors qu'elle se barre dans les airs avec sa maison pimpée de ballons. Ah, On Là, part là-haut. La haute tension. La haute tension. La haute tension. Non, mais c'est des films français, ça. Ah, j'en ai trouvé un, c'est rare hein, quand même. Bravo, Cédric. Bravo. putain, Bravo. tu es peut-être tu es très cinéphile, toi, Cédric. En plus, Cécile de France dans la maison avec les ballons, c'est facile. Oh là là, attention. Oh, Ne nous en dis pas trop. C'est trop facile. C'est facile. Celle-là, elle est d'Anthony. J'avoue que Henri avait particulièrement galéré à le trouver. Ok. C'est Tony. un mafieux cubain qui sauve des animaux. Ah oui, Ah, putain. putain, ouais. Scarface Ventura. Oh putain, la vache. C'est qui a Je peux trouvé? pas réveiller mon fils, mais sinon j'aurais hurlé normalement. Là, Ça j'aurais va, hurlé, vous ou j'aurais pas dit bravo. Bon, comment se passe votre mercredi soir? Excellent. Ouais, on a trouvé. C'était pas Très, mon très bon. préféré, Face Thibaut. Ventura, mais c'est Thibaut, excellent. est-ce que tu m'autorises à dire mon préféré? Attends, mais j'ai C'est pas moi ton fini, préféré. J'en ai encore plein, pardon. Oui, mais laisse-lui dire son préféré quand même, Thibaut, voyons. Ouais, je sais pas, est-ce que Il est si il est mignon pas quand dans il fait la suite carpe Bah, molle. Bah, il sera peut-être laisse, dans la liste, mais c'est pas laisse-lui grave, dire tu vas pas- maintenant. Laisse-lui On dire va essayer maintenant. de le trouver. On va essayer de trouver ton préféré. Ah ouais, vas-y, Anthony, sors-le. alors. D'abord, qui c'est qui a inventé Non. ce jeu et qui c'est qui a inventé ce truc d'abord hein? Merci. C'est Anthony. Remercie. Plein d'autres C'est gens Anthony, avant toi ouais, sur on un. peut le remercier, Oui, Anthony, bon, c'est si grâce tu à vois, Anthony qu'on a l'idée. Le Scarface Pour moi, le- Ventura, tu m'as tué, Thibaut. Là, vraiment, Ça vient d'Anthony, c'est Si on Anthony était qui l'a encore à sorti. Lille, je t'aurais S'il payé vous plaît. j'aurais payé une bière à Anthony aussi. Alors. C'est Attends, donc- moi, j'en ai- Vas-y. Moi, mon préféré, ça restait. C'est un monsieur qui se balade en sport de combat qui vient de Bruxelles, qui se retrouve dans un braquage qui a lieu dans une maison dans les bois où il y a des zombies, enfin pas des zombies, mais des espèces de monstres qui reviennent et il y en a un qui les tue avec une tronçonneuse. Putain. JC Volded. JC Volded. J'ai fait le dead. Eh oui. Et JC Bravo. Volded. Bravo. Bah, j'avoue qu'elle était dans la liste, hein. Je l'avais repris. C'était la suivante d'ailleurs. Scarface Ventura. Alors, là, celle-là, moi, je l'aime bien. Enfin, moi, j'avoue que celle-ci me fait beaucoup rire. C'est un reporter belge qui écarte les cuisses pendant un interrogatoire. Basique Tintin. Tintin. Ah, bah, C'est vas-y. Bravo. Basique Tintin. Vas-y, Tintin. C'est ça. Instantin. Ah, Basique Tintin. Basique. Ah, je l'avais presque. Ah, elle est très belle, elle est très belle. Je pense que Cédric mérite le point. Là. Non, il me manque Ah, un morceau. allez, prends-le. Ah, allez. Il est De rien. Moi, je te De l'offre. rien, j'en ai encore pas mal. Hein, donc je sais pas Allez, si vas-y. je Vas-y. continue. Est-ce qu'on a le temps? Mon meilleur moment Vas-y, depuis continue, le faim. continue. Allez, c'est pas grave, c'est fait là. On est déjà dans le rouge, c'est fait. Allez, continue. Macron est top chef. Hein. Bon. C'est Stallone qui fait de la randonnée en montagne pendant qu'une meuf vachement douée avec un arc tente de survivre. Cliffhanger Games. Oh, Bravo. Ouh, il fait pas de la randonnée Bravo. dans Cliffhanger.
Si, il C'est s'amuse. Non, mais dans les randonneurs, Stallone fait de la randonnée. Avec Benoît Poelvoort, c'est vrai. Je suis Avec d'accord. Poelvoort, exactement. Bon, suivant du coup. D'accord. Oui, s'il te plaît. Alors, c'est Clive Owen qui tire tout le long d'un film où un extraterrestre cherche à s'emparer d'une recette de soupe. Cette soupe, ça peut shoot them up. Soupe au shoot them up. Cédric l'avait. On a Crazy Frog avec nous ce soir. Les amis, vous êtes des génies. Hein. Vous êtes des génies. Vous êtes des vrais génies, là. Faut que je revienne à Lille. La soupe au shoot them up, putain. Je suis fan. Je préfère. Génie. Combien de grammes vous étiez quand vous avez inventé ce jeu? En fait, Beaucoup. notre Beaucoup, problème, beaucoup. c'est qu'on est tombé dedans quand on était petit. Tu vois, il n'y avait même pas besoin de grammes pour pouvoir balancer des trucs aussi cons. Et encore, là, c'est même pas le jeu le plus con qu'on On ait est même inventé. pas Il y a des encore fois à- pire que ça. Imagine quand ils sont dans le Golden Gram, mon gars. Ouais. C'est ça. Mais en Jeu même de temps, on est céréales. consanguin Et croustillante. aussi. Allez, vas-y. À partir de là, mis à part une, c'est que des exclus. Donc Henri et Anthony peuvent Que des exclus, quoi. Oh. que des inventions que j'ai trouvées sur internet au final. Donc c'est Leonardo DiCaprio qui se rend sur une île afin d'enquêter sur des guerriers immortels. The Island. La plage Lander. Shuttle Highlander. Shutter Islander, bravo. La Ah, plage il avait fait Lander. Allez, vous connaissez la plage. Oui. Oui. Alors donnez-moi le point, j'ai raison. J'ai pas entendu en fait. La plage Allez. Lander. Non, c'est Ah, Shutter Highlander. Islander, c'est quand même. Non, non, vachement- bah alors, ok, bah Ce qui est c'est bien. bien, ce qui est- Donc en ce qui est fait, bien, vous, c'est vous qu'on- êtes le genre de gens qu'il y a une seule réponse, il y a une seule version d'un film. Hein, on peut changer le cours de l'histoire. Nanani, nanana. Allez, allez. Moi, est-ce que j'ai envie d'être dans une émission comme ça où tout le monde triche La plage. La plage MacLeod. Allez, 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 tout le monde a gagné, super. suivant. Bah, c'est encore Leonardo DiCaprio qui devient un mannequin de la finance tous les soirs de pleine lune. Le loup-garou de Wall Street. Oh J'en veux pas de votre point, gardez-le. Il- Trop facile. Non, moi je dis la plage Wall Street. La plage Wall Street. Du Titanic Wall Street. Titanic sa mère. Titanic Larson. Titanic Coletta. Oh, je l'avais pas. Oh. Celle-là, elle est vachement bien en fait. Titanic. Ah, tu la mets pour la prochaine émission, celle-là. C'est comme ça, Ouais, on fera semblant de pas la connaître la Ah réponse. bah, dis donc, c'est quoi la réponse? Voilà, C'est un mec qui est très séducteur, il va sur un bateau, sa meuf avec le gros marteau, elle casse le marteau et il tombe dans la glace. Et en fait, c'est parce qu'il était pauvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Titanic Larson. C'est Titanic Larson. Titanic Larson. Ah oui, voilà. Ouais, on est là. Allez, du coup, suivant. Alors, c'est Sandra Bullock qui, suite à un accident pendant une mission spatiale, se retrouve perdue dans l'espace, mais elle doit absolument appeler chez elle. Gravity. C'est l'artiste Gravity. extraterrestre. Gravity. Non, grave, ici. Non, mais ça, c'est Super nul. Gravity. Gravity. Ça, c'est nul, il n'y a pas de jeu de mots. Il y a pas de jeu de mots. Super Gravity, voilà. Et voilà, encore une fois, Thibaut dit ma blague. Ah, mais c'est Bon, Attends, je ne fais que répéter ta vanne, Florian. Allez, enchaîne, merci, trop de vraiment, balles. j'ai pas signé. Enchaîne. Voilà. Et il m'en reste 5. Alors, c'est Will Smith qui devient danseur de ballet pour lutter contre les extraterrestres. Indépendant. Itchy. Putain. C'est Itchy. Putain, mais non, c'est indépendance. Putain, comment veux-tu faire? Attends, redis-la. C'est Will Smith qui devient danseur de ballet pour lutter contre les menaces extraterrestres. Bah, j'ai pas le danseur de ballet là. Hein. Là, il y a un truc. Ouais, et se faire recruter par l'agent K. Spécial K. Men in Black. Men in Black Men Swan. in Black Swan. Men in Black Black Swan. Swan. Ah putain, j'étais on pas est- sur les bons ouais. films. J'étais est sur pas Indépendance D. J'étais sur Indépendance D et Billy Elliot. J'arrivais pas à mêler les Ah ouais, deux. du coup, je me c'est rappelle plus du compliqué. titre de Black Swan. Non, très bon. Ah, c'est excellent. Moi, j'adore ce jeu. Ouais, bah, Alors. t'es pas super entraîné, on dirait. Putain, quel connard. J'en profite que personne soit là en réel pour me taper. Hein. Allez, Allez, c'est la parti. suite, tour de balle. Alors, Il c'est une, m'arrive. c'est une boxeuse qui répond à des questions lors d'un jeu télévisé très populaire. Qui veut gagner des millions de dollars, baby? Oh, Slumdog millionnaire. pas loin, pas loin, pas loin, du Non, coup. qui veut gagner des Slumdog Slumdog millionnaires? baby.
Mais non, mais attends, vous l'avez là. Slumdog Millionnaire Baby. Voilà, mais exactement. Ah oui, c'est Cédric qui l'a sorti. Slumdog Millionnaire Dollar Baby. Putain, mais. Slumdog Million Dollar Baby. Ouais, ok. Bon, allez. Suivant. Alors, c'est Denzel Washington qui est complètement camé et qui arrive à faire atterrir un avion. Mais une enquête est menée car il fait partie d'un club où ils se foutent tous sur la gueule. Flight Club. Flight Club. Flight Club. Flight Club. Je crois que c'est Cédric qui l'a sorti en premier. Moi, je dis qu'on l'a dit en même temps, mais ok. Allez, J'ai entendu. Quand on a dit en écho avec moi, mais j'ai pas vu qui c'était. plus que deux, les amis, plus que deux. De toute façon, ça sent le jeu où à la fin on va dire tout le monde a gagné parce qu'on s'est bien amusé. Ah, parce qu'on est tous copains. Écoute, dans le grand jeu de la vie, on est tous des amis. Je connais bien le jeu Alors, de la vie. C'est trois nanas. C'est trois nanas. C'est trois nanas détectives et talentueuses qui mènent à bien des missions dirigées par une poupée maléfique. Chucky's Angels. Charlie's Annabelles. Chucky et les drôles de dames. C'était vrai. Moi, en fait, il y a Chucky's Angel vu que Florian a dit Chucky's Angel. Mais moi, j'avais noté Chucky et ses drôles de dames pour Voilà. rester Donc, sur Ça passe, Chucky le- Angel, Moi, ça passe. je suis américain. donc, C'était pas Annabelles. allez, Bubbles. Allez, le dernier, le last le one. dernier. Bon, j'avoue, vous le connaissez, Henri et Anthony, donc participez Je sais pas. Mais je pense que si Cédric l'a pas, enfin Cédric Pereira, c'est qu'il y a un petit problème. La C'est pression. Moi, quatre j'ai Jamaïcains. pas eu les réponses avant le jeu. Ouh, la pression. Attention, hein, il y a de la pression sur toi, Cédric. C'est 4 Jamaïcains qui veulent devenir stars de la pop après avoir raté les qualifications aux JO Olympiques d'hiver. C'était, pardon. Rasta Rocketman. Exactement. Bravo Florian. Mais je pense que c'est toi qui as sorti le plus grand nombre de bonnes réponses. Il me semble. Qui ça? Florian? Sauf Florian, pour la mais plage. Seulement, c'était mon métier. La plage, ouais. Je suis si pauvre. Mais comme j'ai inventé les 7/8e du truc, je pense que c'est moi qui ai gagné quand même. C'est vrai. Moi, je pense qu'à la fin, c'est tout le monde qui a gagné parce qu'on s'est quand même. Toi, en bien- fait, tu es le Bill Finger du truc, en fait. Tu t'es fait baiser ton concept, en fait. Le Anthony. Big Deal, C'est ça, Bill du Big exactement. Deal. Le Bill Finger, c'est le co-créateur de Batman malheureux. Ouais. Je trouve un Oh, plan moyen de finir sur du comics. Embrasse. Ah, on peut C'est ça. finir, Vous êtes mes on Bobcane. peut finir sur Steve Ditko et Stan Lee par rapport à Spider-Man dans ce cas-là. Non, Bill Finger, c'est le plus grand baiser de tous. Hein. C'est pas- si on devait classer, clairement, Michel Blanc. Ah, pas que Il- Bill Finger, hein, parce qu'au final. il est mort Bob dans Kane- une fosse commune. Hein. Il est mort dans une fosse commune alors qu'il a créé Batman. Bon. Mais Bob Ouais. Kane a quand même entubé pas mal de dessinateurs à l'époque. Hein. Justement, Ah oui, dans ça, le ça, bouquin très des très 80 ans de ce débat. Batman, on revient sur pas mal de dessinateurs qu'il a entubé. Et au final, à chaque fois, il se créditait uniquement en tant que artiste sur. Il en a pas baisé un plus que Bill Je Finger, voudrais encore une fois. pointer un truc positif, c'est que maintenant, Peter Laird et Kevin Eastman, ils sont recopains. C'est vrai. C'est Ils vrai. sont tous enterrés à Gotham. C'est vrai. Comme Bon. nous, maintenant que je vous ai écrasé, on est quand même encore copains. Oui, exactement. Mais non. Allez messieurs, l'émission touche donc à sa fin. Merci beaucoup Cédric, donc monsieur le comics. Merci à vous, je me suis régalé. Merci. Depuis le C'était temps que- vraiment- Merci. Il aura beaucoup. fallu que j'extrais de la salive de chauve-souris, que je la mette sur un fruit et que je la fasse manger par un Chinois pour qu'on puisse se faire une émission tous ensemble. Un pangolin, enfin je sais plus. Un trop bel qui je l'ai fait engagement. bouffer. Mais voilà, il aura fallu que je crée Un une pâte- pandémie un pour pâte- qu'on puisse un se pâte faire pangolin. enfin un imaginarium Ah ensemble. là là là. C'est un vrai plaisir. C'est vrai que Ça, c'était un- un projet de longue date. Hein. De toute Très, très façon, il est fort probable de toute manière qu'on y revienne. Donc, si ça t'intéresse de repasser dans une émission plus tard, il n'y a vraiment aucun problème. Ce sera avec grand plaisir. On espère en tout cas que ça t'a vraiment plu aujourd'hui. On fait la spéciale sur Robin Williams quand il sort son prochain film. Oui. Ah bah oui. Madame Oui, Robin Fire, Williams, le la reboot, nouvelle hein. série de livres, des photos de films dans lesquels n'a pas joué Robin Williams, car il est un Avec peu une fatigué. BO En ce de Robbie Williams. Et sur ce, donc, merci en tout cas à toi. Merci, Cédric. Merci à vous Merci tous. à tous, beaucoup, merci à vous tous. Sophie. On fait encore Merci un à gros vous bisou. tous. On fait encore un gros bisou à Mathieu qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et nous, en tout cas, on se retrouve très très bientôt, non seulement en formule podcast, et on se retrouve, on l'espère, très très bientôt dans les studios pour une émission un peu plus classique. Comme d'hab, on ne le répétera jamais suffisamment dans la période actuelle. Prenez vraiment soin de
de vous, faites attention, restez chez vous, faites pas n'importe quoi. Pour une fois, c'est pas nécessairement une connerie qui a été dite. Donc, faites attention, prenez autant soin de vous que des personnes que vous pourriez croiser, de vos proches. Et on vous souhaite à très très bientôt. Bisous. Au revoir. Au revoir.